T'as raison. Bien, Madame la Présidente, mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Pas ce matin. Oui, ce matin. Nous avons le plaisir d'accueillir, on est l'après-midi, mais je ne sais plus trop où je suis, moi ça fait 3 semaines que je ne suis pas venu, le haut-commissaire à la stratégie et au plan, Clément Beaune, afin qu'il nous présente les principales orientations du rapport remis en janvier dernier par le préfet Michel Cadot, portant sur l'accélération et la simplification des grands projets d'infrastructure. Cette audition est commune avec la Commission des affaires économiques. La présidente Estrosi Sassone et moi-même avons souhaité ce format conjoint compte tenu du caractère structurant de cette thématique pour les champs de compétences respectifs de nos deux commissions. Cette audition s'inscrit dans un calendrier particulier, celui de l'examen prochain du projet de loi cadre relatif au développement des transports prévu la semaine du 13 avril au Sénat. Votre rapport est articulé selon 5 axes. Le premier étant le renforcement de la planification, de la priorisation et du suivi des projets. La loi 4 sur les transports s'inscrit partiellement dans cet objectif, même si nous aurions souhaité voir inscrite en parallèle une loi programmation afin d'actualiser enfin la trajectoire financière fixée par la LOM, obsolète depuis bientôt 3 ans. L'article 1er du projet de loi permet d'acter le principe d'une loi de programmation future en faveur des infrastructures ferroviaires, fluviales, routières et portuaires, et celui de l'affectation d'une partie des recettes des futures concessions autoroutières. Monsieur Beaune, quel regard portez-vous sur l'économie générale de ce projet de loi en votre qualité de haut commissaire, mais aussi d'ancien ministre des Transports? L'article 19 du projet de loi s'inscrit pleinement dans la logique de la recommandation numéro 12 de votre rapport. Il permet d'anticiper la reconnaissance de la raison impérative de l'intérêt public majeur, R2IPM, au stade de la délivrance de la déclaration d'utilité publique. Afin de purger ce contentieux plus tôt dans la vie des projets, il s'agit ainsi d'éviter la réitération du progrès et du précédent malheur qui nous est arrivé sur l'autoroute A69. Le projet a vu son autorisation environnementale annulée en février 2025, au motif qu'il ne répondait pas à une RIIPM, alors que le chantier était déjà achevé à 80%. Si la décision du juge en appel finalement a permis la reprise du chantier, l'État a dû dédommager le concessionnaire à hauteur de 79 millions d'euros, ce qui constitue incontestablement une gabegie financière, mais on en a les moyens. Sur ce sujet, faudrait-il aller encore plus loin, selon vous, par exemple, en instaurant une présomption de R2IPM pour certains travaux liés à des infrastructures de transport? Et si oui, selon quelles modalités? Selon vous, une présomption de R2IPM serait-elle envisageable pour la réalisation de grands projets d'infrastructures à la fois ferroviaires ou fluviales, compte tenu des bénéfices attendus en termes de report modal et donc de réduction des gaz à effet de serre? Une telle piste a-t-elle été étudiée dans le cadre de vos travaux? Votre rapport formule d'autres propositions intéressantes pour accélérer la réalisation de grands projets d'infrastructures, notamment la limitation de la durée de la validité de la DUP à 4 ans au lieu de 5, renouvelable une fois, afin d'inciter les maîtres d'ouvrage à lancer plus rapidement les étapes préalables au commencement des travaux, notamment l'enquête parcellaire. L'instauration d'une autorisation environnementale permanente pour les grands projets stratégiques, valable pour une durée de 5 ans, afin de simplifier les travaux récurrents d'entretien et de maintenance. Pourriez-vous nous exposer ces pistes plus largement? Identifiez-vous d'autres évolutions dans la traduction au niveau législatif seraient pertinentes, par exemple via le projet de loi cadre des transports? Je vous remercie et je cède sans plus attendre la parole à ma collègue Dominique Estrosi Sassone. C'est bon? C'est rouge? Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire. À mon tour de saluer votre venue dans cette audition conjointe aux deux commissions, la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et la Commission des affaires économiques. Et je salue l'ensemble de nos collègues commissaires. Donc, notre commission est également intéressée au rapport que vous venez nous présenter ce soir, non seulement directement du fait de ses compétences sectorielles, notamment en matière d'énergie et de numérique, mais aussi indirectement, car la qualité des infrastructures est aussi
aussi l'une des clés de la compétitivité de notre tissu économique. La France a dans ce domaine une tradition d'excellence, ce critère étant d'ailleurs cité par près d'un tiers des investisseurs étrangers comme l'un des principaux atouts de la France. Dans un environnement international de plus en plus compétitif, il est donc crucial de maintenir cet avantage. Or, comme le rappelle le rapport du préfet Cadot, cet avantage est aujourd'hui menacé par le poids des normes et des procédures. Pour y remédier, nous avons ces dernières années multiplié les dérogations. Je pense par exemple à la loi ENR de mars 2023, celle de juin 2023 sur le nouveau nucléaire ou encore la loi d'octobre 2023 sur l'industrie verte. Cette méthode, nécessaire en situation d'urgence, n'est cependant qu'un pis-aller. Comme je le dis souvent à propos d'un autre secteur que je connais bien et qui souffre peu ou prou des mêmes maux, je veux parler du secteur du logement, c'est toute la France qui doit devenir un territoire d'accélération. C'est le droit commun tout entier qui doit être clarifié et simplifié. C'est, et je m'en réjouis, la méthode que recommande le préfet Cadot. Je vous laisserai bien évidemment, monsieur le haut-commissaire, la détailler. En ce qui concerne plus spécifiquement les sujets qui sont suivis par la Commission des affaires économiques, le rapport préconise l'adoption dans les meilleurs délais de la 3e programmation pluriannuelle de l'énergie. Elle l'a depuis été, dans des conditions qui, comme vous le savez, ne nous satisfont pas. Comme le souligne d'ailleurs le rapport, la stratégie énergétique est essentielle pour notre souveraineté et pour la compétitivité de notre industrie. Les clivages à son sujet sont bien réels et méritent d'être débattus tant au niveau national qu'au niveau local. Ceci étant dit, pourriez-vous nous expliquer quels facteurs de blocage spécifiques vous identifiez pour ces infrastructures énergétiques et pourquoi pas, plus spécifiquement, pour les infrastructures hydroélectriques dont nous aurons à débattre dans quelques semaines, puisque nous sommes saisis d'une proposition de loi sur l'hydroélectricité qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et que la Commission des affaires économiques a rendu un rapport transpartisan sur ce sujet. Je vous poserai la même question pour les projets industriels qui ont déjà fait l'objet pour les plus grands de mesures d'accélération par le biais des projets d'intérêt national majeurs créés par la loi Industrie verte. Comment, en complément de ces mesures, assurer l'accélération de l'implantation des petits projets et la pleine appréhension par l'ensemble des acteurs locaux des simplifications que vous proposez? À ce sujet, il me semble qu'un frein essentiel n'est pas traité dans le rapport, et je regarde notre collègue Guislain Cambier, celui du ZAN. Considérez-vous réellement que la pénurie de foncier n'est pas un sujet pour accélérer le déploiement des infrastructures? À l'initiative du Sénat, le projet de loi de simplification de la vie économique, qui devrait, je dis bien qui devrait, enfin être adopté dans les prochaines semaines, prévoit une exemption ZAN pour les grands projets industriels. Cette mesure serait-elle, selon vous, utilement étendue à d'autres types de projets? Voilà, monsieur le haut-commissaire, les premières questions que je souhaitais vous poser et que nos collègues des deux commissions ne manqueront pas de compléter à la suite de votre intervention. Je vous l'ai dit, je serai obligée de vous quitter à 17h40, mais je laisserai bien sûr le président Longeot continuer à administrer la bonne tenue de cette réunion et à distribuer la parole entre l'ensemble des commissaires, commission des affaires économiques et commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. En tout cas, je vous remercie à mon tour, monsieur le haut-commissaire, pour votre présence parmi nous et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. J'ai plaisir à revenir dans ces lieux. J'ai particulièrement fréquenté la commission de l'aménagement du territoire et les commissaires dont je retrouve certains ici et le président Longeot sur les questions de mobilité au cours des dernières années. Je suis heureux, Madame la Présidente, que malgré un agenda que je sais chargé, je tiendrai à ce commentaire, vous ayez maintenu cette audition et merci de me donner l'occasion,
j'essaierai de répondre au maximum de vos questions dès le départ, mais de me donner l'occasion en particulier de présenter ce rapport dit cadeau, de notre jargon, du Haut Commissariat à la stratégie au plan, que je pense être un rapport important pour les constats qu'il fait et surtout pour les propositions qu'il formule, très concrètes, je vais y revenir, et dont certaines, je l'espère, si la représentation nationale le souhaite, pourraient trouver un réceptacle dans un certain nombre de textes qui sont en discussion, qui viendront prochainement en discussion, comme la loi cadre sur les transports, mais peut-être aussi les textes relatifs à la simplification ou à la décentralisation annoncés par le Premier ministre ces dernières semaines. Pour essayer de présenter le plus rapidement possible et le plus concrètement possible ce rapport, je suis parti d'un constat que vous avez tous deux rappelé, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Nous sommes fiers de nos infrastructures, qui sont un véritable atout économique, historique. Nous sommes préoccupés, je le suis en tout cas, par un certain nombre de blocages, de ralentissements, de lenteurs, de tensions autour de projets d'infrastructure. Je ne rentrerai pas dans des projets au cas par cas, mais on constate une forme de difficulté croissante à mener au bout un certain nombre de projets. J'ai particulièrement suivi des projets de transport, mais c'est tout à fait vrai en matière énergétique ou pour d'autres projets stratégiques, notamment à caractère industriel. Et si je résumais les choses, il y a 3 convictions qui m'ont amené à solliciter le préfet Cadot. Je détaillerai dans un instant la méthode. Cette idée que nous devons avoir des projets d'infrastructure, nous avons encore besoin dans notre pays de grands projets. Deuxièmement, nous en avons besoin, y compris, j'allais dire peut-être même surtout, pour la décarbonation de notre économie et de notre pays. Et donc, troisième conviction, puisqu'on les oppose parfois, je suis convaincu que même si évidemment il y a des arbitrages à porter, on y reviendra sans doute, la décarbonation et les infrastructures ou les grands projets ne sont pas contradictoires. Et que nous avons besoin de projets d'infrastructures pour d'autres choses que la décarbonation, aussi pour la décarbonation, et que les projets d'infrastructure peuvent porter ou intégrer un certain nombre d'exigences environnementales sans qu'on doive renoncer à des grands projets ou se contenter, si je puis dire, d'une certaine lenteur qui malheureusement caractérise beaucoup d'entre eux. J'ajouterai, et puis j'y reviendrai peut-être tout à l'heure rapidement, que sur une note historique, nous avons connu 2 références qui me semblent importantes à remettre comme une ambition pour l'avenir. Le plan Freycinet, qui fut à la fin du XIXe siècle, jusqu'à la Première Guerre et même la Seconde Guerre mondiale, le grand plan d'aménagement du territoire français en matière de transport et au-delà, qui a été porté par le ministre Freycinet, qui est resté peu de temps au gouvernement, mais dont le plan est encore dans les mémoires. Donc on peut faire des choses qui se projettent vers l'avenir. 18 000 km de lignes de chemin de fer, plusieurs milliers de kilomètres de canaux, et une ambition politique, car des projets d'infrastructure sont toujours sous-tendus par une ambition de société. C'était à l'époque de relier les sous-préfectures par des chemins de fer, mais pour créer de la cohésion nationale et de la compétitivité économique. On ne le disait pas tout à fait comme ça, mais c'était bien l'ambition. Donc on a besoin de retrouver aussi le sens et le goût des grands projets pour porter, je crois, des grandes ambitions politiques au sens le plus noble et le plus large du terme. L'autre référence, je me permets de la mentionner parce qu'elle est intriquée à l'histoire du plan, c'est au sein du Commissariat général du plan, comme on disait à l'époque, qu'est née la DATAR, la fameuse DATAR, en 1963. Je regrette d'ailleurs que nous n'ayons plus un outil aussi puissant de projection et d'aménagement du territoire. Bien sûr, nous sommes dans une logique plus décentralisée, tant mieux, où l'État et les régions notamment coopèrent sur les grands projets, mais l'État a quand même un rôle de stratège, de prévision, d'ingénierie à retrouver ou à redévelopper. C'est un des travaux que nous continuerons dans le prolongement du rapport Cadot, mais d'ores et déjà, cette idée de soutenir la notion, l'ambition des grands projets a présidé à cette demande de travail que j'ai confiée au préfet Cadot. Vous connaissez sans doute pour plusieurs d'entre vous, beaucoup d'entre vous, le préfet Michel Cadot. Il a piloté en dernier lieu les travaux, la coordination interministérielle des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et c'est pour ça que j'avais souhaité confier à un grand commis d'État, un grand serviteur de notre pays, reconnu, je crois, par tous, au-delà des sensibilités politiques, ce travail de réflexion qui a réuni un groupe de travail de personnalités très différentes. J'insiste sur cette méthode en introduction. Il y avait bien sûr le préfet Michel Cadot, une juriste spécialiste des questions de droit de l'environnement du Conseil d'État à ses côtés, et un groupe de travail qui réunissait, je crois que ce n'est pas si fréquent, des entreprises du bâtiment et des travaux publics, des associations d'élus locaux, des administrations, des organisations non gouvernementales, des profils universitaires et académiques, pour essayer non pas de converger, ils avaient leurs désaccords, mais de proposer une boîte à outils la plus convergente possible et la plus concrète possible aussi.
Alors, et puis pardon, j'en profite pour détailler un tout petit peu cette méthode, ils ont procédé pour ce rapport pendant 6 mois à plus de 40 auditions qui ont permis, je crois, de couvrir le plus largement possible et les blocages et les réponses à ces blocages que vous retrouvez dans la conclusion de ce rapport. Il y avait, je le disais, ces 3 convictions que j'ai rappelées à l'origine de ce rapport et 3 exigences que j'ai posées comme une quadrature du cercle que je crois Michel Cadot a su surmonter au départ. Je lui ai dit dans la lettre de mission, il faut qu'on cherche des solutions pour aller plus vite sur la construction de nos projets, mais aussi pour en améliorer la sécurité juridique, car vous le savez comme moi ou mieux que moi, ce que beaucoup de porteurs de projets disent, critique, c'est qu'on vit dans l'incertitude. Non seulement les procédures sont longues, la 69 en est un bon exemple, mais beaucoup d'autres projets. On vit au gré des péripéties, d'une forme d'odyssée administrative et contentieuse qui peut un jour aller dans un sens, l'autre aller dans le sens opposé, avec une inquiétude, qu'on soit pour ou contre un projet, sur l'état final de la chose. Donc renforcer la sécurité juridique, 2e exigence. Et 3e exigence, ne pas, c'était un parti pris, réduire ou abîmer les exigences environnementales et de participation du public. Parce qu'évidemment, on pourrait aller beaucoup plus vite si on n'avait plus aucun droit de l'urbanisme et de l'environnement. Je crois que personne ne le souhaite, chacun peut mettre le curseur où il l'entend, mais en tout cas, l'ambition de ce rapport, et je crois l'originalité de ce rapport, c'est d'essayer de concilier ces différents éléments dans une série de propositions concrètes et précises que j'ai appelées à la fin, parce que je crois qu'il a réussi à concilier ces exigences, une forme de triangle de compatibilité entre l'ambition environnementale, la sécurité juridique et l'accélération des projets. Ce qu'a montré ce rapport, ce qu'a montré Michel Cadot en me remettant ce rapport, c'est qu'il n'y avait pas, contrairement à ce qu'on entend parfois dans le débat public un peu rapidement, une cause unique, ce serait idéal, qui expliquerait la difficulté d'avancement des projets. Parfois, on met en cause la procédure contentieuse ou les décisions de justice, d'autres fois la lenteur des procédures administratives ou des services de l'État. Ce rapport n'a pas ciblé un seul maillon de la chaîne, il les a tous regardés, il n'a pas suivi une stratégie pardon de le dire un peu rapidement, de bouc émissaire, en disant c'est le juge, c'est le préfet, c'est les ONG, ce sont les élus locaux. Bon, il n'y a pas un bouc émissaire, je crois que ce n'est pas d'ailleurs la réalité, qui bloquerait tous les projets. Et dans sa méthode et dans les propositions qu'il a formulées, ce rapport, nous l'assumons, n'a pas non plus proposé une forme de Big Bang. Ce n'est pas une réécriture complète de nos règles administratives, urbanistiques, environnementales. Nous l'assumons parce que nous voulions que ce rapport soit utile dans un temps où nous savons qu'il y a sans doute des échéances politiques importantes l'an prochain. Et nous voulions aussi qu'en remettant ce rapport d'abord au gouvernement et bien sûr au Parlement, il puisse y avoir des actions rapides. Et donc nous proposons à la fin une boîte à outils de 39 mesures dont une minorité est d'ordre législatif. N'y voyez pas une défiance vis-à-vis de la représentation nationale, mais une possibilité, si le gouvernement le souhaite, d'aller rapidement par un certain nombre de mesures réglementaires. Il y a néanmoins une dizaine, 9 exactement, de mesures à caractère législatif qui sont par nature soumises à l'appréciation de la représentation nationale. Mais je le dis, comme il y a plusieurs textes qui touchent à la décentralisation, à la simplification, qui sont en cours de discussion ou pourraient arriver en discussion, je crois qu'il y a là, si cela est souhaité, une occasion d'apporter des simplifications issues de ce rapport Cadot. Si je zoome un tout petit peu, comme l'a fait le président Longeau, sur la nature des propositions que nous faisons, que Michel Cadot a formulées, pour essayer de concilier vitesse, sécurité juridique et préservation de l'environnement, il y a, non pas, je le disais, une cause racine ou un seul levier activé. Nous en avons, le rapport en identifie 5 familles de réponses et de leviers à activer ou à débloquer pour essayer de concilier ces ambitions et, encore une fois, de soutenir les grands projets dont nous avons besoin. Je ne les listerai pas toutes, ce sont ces 5 leviers qui constituent les 39 propositions que j'évoquais. Je mentionne les familles de réponses proposées. D'abord, c'est très important, je crois, je ne dis pas simplement escalité, insister sur la planification et l'anticipation des projets. Ce qu'on voit souvent, ça vaut pour l'autoroute dont nous avons parlé comme pour beaucoup de projets, c'est qu'il n'y a pas eu, parfois au niveau de l'État, soyons honnêtes, une décision claire au départ. Quand on ne sait pas la liste des projets qu'on considère en matière énergétique ou en matière de mobilité et autre chose comme prioritaires, quand on ne les planifie pas sincèrement, et quand je dis sincèrement, c'est y compris en associant le financement, eh bien, à un moment donné, il y aura un blocage.
Ça n'est pas la seule cause, mais ce manque d'anticipation, de planification est une cause, je crois, très importante et sous-estimée des blocages que nous vivons ensuite. Je ne fais que citer quelques-unes de ces idées pour renforcer l'anticipation et la planification. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, et donc je réponds tout de suite à votre question. Je pense qu'une loi cadre en matière de transport est une bonne chose. Je l'ai moi-même portée et réclamée. Je suis heureux que le ministre Tabarot, sénateur, qui a porté ces questions ici même avant d'être au gouvernement, défend aujourd'hui. On a besoin d'une loi cadre, on a besoin d'une loi de programmation, avec non pas un catalogue à l'après-vert de projets non financés, mais une priorisation des projets que nous estimons importants pour l'aménagement du territoire. Et le rapport de Michel Cadot propose non seulement cette loi cadre ou cette loi de programmation, mais aussi qu'il y ait pour le réseau ferroviaire, je crois que c'est une priorité absolue, un schéma décennal où on mette en regard les priorités de rénovation et de régénération du réseau, quelquefois de lignes nouvelles, et les moyens financiers d'entretien. Il y a aujourd'hui un contrat de performance, mais il n'y a pas, je crois que ça mériterait même un débat parlementaire, un schéma décennal. Ce que je le dis là en tant qu'ancien ministre des Transports, s'il y a une priorité en matière de mobilité, de transport, c'est bien l'entretien, la régénération du réseau existant. Si on devait concentrer nos moyens, je l'ai plaidé devant vous à plusieurs reprises, et je sais que Philippe Tabarot y tient aussi. Et qu'on ait la même chose d'ailleurs en matière de transport routier. On pense ce qu'on veut du développement de nos routes. Chacun doit constater, vous le savez mieux que moi, que nos routes nationales sont en mauvais état. Le réseau autoroutier est en bon état, le réseau routier national est en mauvais état, qu'il soit géré aujourd'hui par les départements ou encore géré par l'État, pour des questions principalement financières. Donc un schéma décennal prioritaire aussi de projet est important. Je ne listerai pas toutes les options ou mesures et recommandations de planification, mais c'est une famille de réponses qui me paraît très importante. Ensuite, sécuriser la gouvernance et le financement des projets. Il y a une proposition que je trouve originale et importante dans le rapport de Michel Cadot, c'est l'impératif qu'il proposerait qu'avec la déclaration d'utilité publique vienne un protocole de financement. Parce que vous le savez là aussi bien que moi, aujourd'hui la déclaration d'utilité publique, dont je rappelle que l'histoire est de permettre l'expropriation, donc c'est un acte grave, une atteinte au droit de propriété privée pour un projet d'intérêt général, c'est ça la DUP, aujourd'hui est devenue un signal, soyons honnêtes, parfois activé aussi par l'État, pour dire le projet avance, ne vous inquiétez pas, nous avons franchi une étape et on brandit la DUP comme une forme de garantie que le projet va avancer. Et s'il n'y a pas le financement, ou s'il n'y a pas un certain nombre d'autres actes environnementaux en particulier, c'est une promesse assez vaine. Et donc il faut redonner son sens à la DUP et y associer, c'est une proposition de Michel Cadot que je défends beaucoup, un protocole de financement précis et conditionner la DUP à la signature de ce protocole de financement. Ensuite, une troisième famille de propositions consiste à simplifier les procédures administratives. Et là, il y a un certain nombre d'évolutions législatives et réglementaires qui sont proposées. J'en mentionnerai quelques-unes. L'une est reprise en effet dans la loi cadre sur les transports. C'est de reconnaître dans plus de cas, et notamment au moment de la DUP, la raison impérative d'intérêt public majeur, la R2IPM, désormais bien connue. Bon, c'est un sujet compliqué en soi qui est lié à l'autorisation environnementale, qui n'est pas lié à la DUP, mais essayer de rapprocher ces procédures. Le rapport Cadot ne propose pas de les fusionner, mais il dit qu'il faut poursuivre la réflexion en ce sens. Je pense que ce serait, enfin, il pense et je pense que ce serait en effet une amélioration importante. Et dans le sens de la modernisation des réseaux existants, l'idée proposée par Michel Cadot d'avoir un régime juridique simplifié pour les opérations dites répétitives d'entretien et de maintenance ou de régénération du réseau existant, notamment en reconnaissant en la matière une présomption de R2IPM. Donc, il n'y a pas une proposition générale de présomption de R2IPM, sinon ce serait la vidée de son sens. Mais il y a l'idée pour certains types de projets, certains types de travaux, notamment la régénération du réseau et son entretien, d'avoir en effet cette présomption. Vous avez cité la limitation de la durée de la DUP. Ça peut paraître paradoxal. Au contraire, je pense que c'est une façon de mettre la pression, notamment sur le financement, pour que quand une DUP est prise, on ne la laisse pas vivre éternellement sans franchir l'étape suivante, notamment celle de l'autorisation environnementale. Quatrième famille de solutions, les questions de participation du public. Je le disais, c'est comme en matière environnementale, le rapport, et c'était ma demande initiale pour être tout à fait sincère, ne propose pas d'écraser les procédures de participation du public.
certains les proposent. On ne propose pas ici de supprimer la CNDP, de supprimer les modalités de participation du public. Et même quand on regarde certains projets, on s'aperçoit que c'est souvent quand les procédures de participation du public ont été bien exécutées qu'on réduit les contentieux en aval. Et donc ces procédures, je pense, sont importantes, à condition d'apporter un certain nombre de clarifications ou de simplifications. Une me paraît bienvenue et proposée par Michel Cadot, c'est de supprimer une des options qui est la saisine facultative de la CNDP. Il y a une des modalités où le porteur de projet peut saisir la CNDP, il n'est pas obligé, une catégorie de projet, disons, intermédiaire, ce qui crée beaucoup de confusion et beaucoup de contentieux. Bon, donc simplifier, clarifier les modalités de saisine de la CNDP, les réserver aux projets stratégiques et ensuite laisser aux porteurs de projet une plus grande liberté dans les modalités d'organisation de la concertation publique en pouvant saisir la CNDP pour apporter un garant, un protocole, une expertise en la matière. Dernière famille de solutions, je vais vite pour essayer de couvrir le maximum de sujets. Elle concerne évidemment, j'ai dit que ça n'était pas le seul sujet, mais c'est un des sujets, la question contentieuse. Avec deux propositions qui me semblent là aussi originales, créatives et intéressantes. La principale sans doute serait de changer pour les projets stratégiques, c'est-à-dire pour les projets les plus importants, ceux qui sont notamment soumis à la consultation, au débat public, d'expérimenter, c'est ainsi que le rapport le formule, un régime contentieux où il y aurait une forme d'équilibre, si je puis dire. Un délai de jugement encadré de 10 mois pour les grands projets stratégiques, donc c'est une garantie de sécurité juridique et d'une certaine rapidité. Supprimer un degré de juridiction pour ces projets stratégiques. Il n'y aurait pas première instance et appel, il n'y aurait qu'un degré de juridiction, une cassation possible bien sûr, en désignant par exemple une cour administrative d'appel compétente pour ces projets stratégiques. Et si je puis dire en contrepartie, en imposant dans ce délai de jugement encadré la suspension des travaux. Parce qu'on est aujourd'hui, tout le monde le sait, qu'on soit pour ou contre un projet, la 69 est un bon exemple, mais il y en a d'autres. Dans cette situation, je crois, insatisfaisante pour tous, on a des délais de jugement très longs, évidemment parfois l'appel, et des allers-retours sur le projet lui-même. C'est-à-dire qu'on avance, parce que ce n'est pas suspensif, y compris quand il y a appel, et puis finalement, il y a une décision qui arrête le projet, on suspend, etc. Bon, avec des surcoûts, et je crois là aussi, ça peut être au moins un motif de consensus, que ni les opposants au projet, ni les partisans d'un projet, quel qu'il soit, ne sont satisfaits qu'on fasse un projet pour ensuite l'abîmer ou le détruire, ou qu'on ne fasse pas un projet et qu'on perde du temps. Bon, donc là, l'idée, ça serait d'avoir un délai court, suspensif, pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation absurde où il faut parfois revenir en arrière sur des projets, et un seul niveau de juridiction. C'est évidemment un régime contentieux créatif, possible, créatif, mais qui, pour les projets stratégiques, et on parle d'un petit nombre de projets prioritaires, serait une expérimentation intéressante. L'autre est un peu moins structurant peut-être, mais il me paraît intéressant. C'est l'idée d'avoir, un peu comme en matière de marché public, un référé précontractuel, ici un référé prédécisionnel, où quand l'autorité administrative est saisie, notamment pour l'autorisation environnementale, le juge puisse dire, avant la réponse de l'autorité administrative, s'il y a un certain nombre de vices de forme qui sont identifiés, pour qu'on les corrige en direct, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a des documents qui manquent, des évaluations qui soient incomplètes, etc., qui sont souvent des erreurs de bonne foi, mais qui permettent de compenser un certain nombre de vices de forme potentiels et d'éviter qu'il manque une pièce, en quelque sorte, que l'autorité administrative donne quand même, par exemple, l'autorisation environnementale, et puis que 3 ans plus tard, on ait un contentieux qui annule tout, non pas pour des raisons de fond, mais pour des raisons de pure forme qui auraient pu être corrigées par les porteurs de projets. Voilà, je ne serai pas plus long sur ces différentes propositions, j'en ai cité seulement quelques-unes parmi les 39, mais vous voyez que ça touche toute la chaîne de décision et de planification, pas seulement un maillon comme le contentieux ou comme le financement, l'ensemble, et je crois que c'est une bonne approche. Ce sont des mesures parfois un peu techniques, j'en suis désolé, mais précises et concrètes qui peuvent fournir cette boîte à outils qui, mises bout à bout, peuvent aboutir à des réductions de délais tout en préservant, encore une fois, les exigences environnementales. On a fait un chiffrage, une estimation évidemment imparfaite des gains de temps que pourrait apporter la mise en œuvre de tout le rapport. Évidemment, il n'est pas forcément à prendre en bloc, mais de tout le rapport. C'est une réduction. Les très grands projets, l'estimation actuelle, c'est que ça met entre 12 et 16 ans entre le premier dépôt de dossier et la réalisation. Pour certains, vous le savez, c'est beaucoup plus long. Bon, mais en moyenne, pour les très grands projets stratégiques, c'est entre 12 et 16 ans. L'estimation qu'a fait l'équipe de Michel Cadot, c'est que ça permettrait de réduire entre 3 et 4 ans, si on mettait ces propositions en œuvre, qui sont assez simples en réalité, les délais moyens
pour un projet d'intérêt national et un projet à caractère stratégique. Donc ça n'est pas le Big Bang absolu, je le dis très franchement, mais c'est une modification quand même très substantielle, une accélération très substantielle, sans tout casser, et notamment sans casser les procédures environnementales et de participation du public. Voilà pour en présenter l'économie générale. Pour répondre à une de vos questions, Madame la Présidente, deux de vos questions, c'est une approche qui effectivement est un peu différente de celle qui a été suivie ces dernières années, c'est assumé là aussi, où en gros, je le dis de manière un peu caricaturale, on s'est dit puisque le droit commun est compliqué, on va créer des régimes dérogatoires et sectoriels. Et donc, ça a été proposé par le gouvernement, j'y ai même parfois contribué, ça a été voté par le Parlement, on a fait des régimes, alors sur des projets très exceptionnels, comme la loi olympique ou comme Notre-Dame et sa reconstruction, parfois de manière plus large, les lois sur les énergies renouvelables, le nucléaire ou la loi industrie verte, ce sont des simplifications bienvenues, mais qui finissent d'ailleurs, certains porteurs de projets l'ont dit dans les auditions, par complexifier la loi là où elle devait être simplifiée, parce qu'on ne sait plus ce qui s'applique exactement. Et parfois, le juge lui-même ne sait pas exactement à quel régime on se rattache. Si on pense qu'il faut des modifications en général, il vaut mieux avoir une modification du droit commun. Et donc, l'approche du rapport Cadot, et ces 39 propositions, à l'exception du régime spécifique pour les opérations de régénération, mais c'est un cas un peu transversal néanmoins, c'est de faire une modification du droit commun. Si on pense qu'il faut accélérer en général, changeons le droit en général. Ça, c'est une première orientation qui me paraissait importante en réponse aussi à vos questions. Sur les deux autres points précis sur lesquels vous m'interrogez, nous n'avons pas spécifié, si je puis dire, l'application de ce rapport à des projets de transport, d'énergie ou en particulier d'hydroélectricité ou d'autres. C'est un rapport général, nourri par les exemples particuliers pour identifier des blocages. La 69 en fait partie, mais d'autres aussi. Mais j'ai souhaité d'ailleurs que ce ne soit pas un rapport ad hoc. Justement parce qu'il propose des modifications du droit commun, mais parce que l'idée générale, c'est qu'on a besoin de grands projets, que je crois qu'on peut tous s'entendre pour dire qu'il faut concilier au maximum la vitesse, la sécurité juridique et l'ambition environnementale. Et donc, on est resté dans un cas un peu général. En termes de réduction de délai, on pourrait d'ailleurs faire un focus sur certains de ces projets. Si vous le souhaitez, nous pouvons le faire, mais ça n'a pas été fait dans ce rapport lui-même. Enfin, sur le sujet qui n'est pas celui du rapport, mais ô combien passionnant et passionné du ZAN, nous avons fait des travaux. Donc d'abord, je vais parler en tant que dirigeants d'une institution, qui ont été publiés en juillet, qui sont, je crois, intéressants parce qu'on est parti de cas précis de collectivités locales, très différentes d'ailleurs, soit très urbaines, soit très rurales, sur l'application du ZAN pour montrer qu'il y avait quand même un certain nombre de voies de passage qui permettaient de concilier des exigences de réduction de l'artificialisation et des projets en matière de logement, en matière de développement économique importants. Au-delà de ça, je partagerai deux convictions. L'une, c'est qu'il y avait des adaptations qui étaient nécessaires. Certaines ont déjà été faites. J'ai défendu moi-même, donc j'essaie d'être cohérent, le fait, par exemple, que les zones portuaires, industrielles ou portuaires, soient comptées dans le compte national et pas imputées dans les décomptes locaux du ZAN. Je pense que ça donne un peu plus de souplesse pour les grandes opérations, notamment en matière énergétique, puisque c'est souvent dans les zones industrielles ou portuaires qu'on va développer des projets nucléaires en particulier. Et puis, il me semble effectivement qu'on peut aller un cran plus loin. Je sais qu'il y a plusieurs textes en discussion en parallèle dans certaines dérogations locales pour des collectivités de petite taille, avoir une mesure simple, comme vous l'avez fait sur la réserve de 1 hectare. Je pense que ce type de mesure pragmatique est bienvenu. Néanmoins, il faut le dire, si on veut, il faut qu'on soit cohérent collectivement, si on veut tenir nos objectifs de décarbonation, il y aura un effort massif à faire en termes de non-artificialisation ou de compensation de l'artificialisation. Ça me donne l'occasion de finir en citant une des mesures que je n'ai pas encore mentionnées. Il y a des mesures de compensation dans les grands projets, justement pour ne pas artificialiser excessivement ou ne pas dégrader l'environnement au total du tout ou excessivement. Ce qu'on a vu en regardant des projets concrets, c'est que ce qui marche le mieux, d'ailleurs ça n'a pas été bien fait pour la 69, soyez honnêtes, c'est qu'il faut identifier en aval des zones de compensation. Il y a d'ailleurs un certain nombre de projets aujourd'hui labellisés par l'État, portés par des associations ou des collectivités qui sont des réserves de biodiversité, de mesures environnementales qui sont pré-identifiées de bonne qualité, dont on connaît la qualité environnementale et qui peuvent être mobilisées par les porteurs de projets, l'approche par l'offre plutôt que par la demande, plutôt que de chercher à compenser à proximité immédiate d'un projet par des mesures souvent un peu artificielles, parce qu'on sait que quand on coupe des arbres et qu'on en plante des très jeunes, ça n'est pas évidemment du 1 pour 1. Donc voilà, cette approche qui est citée dans le rapport avec quelques exemples à l'appui me paraît intéressante en complément des ajustements du ZAN. Bien, merci Monsieur le Président. Je vais vous donner la parole. Je vais donner la parole à Olivier Jacquin.
Merci, Président. Merci, Monsieur et Madame la Présidente. Bonjour, Clément. Oui, ma question. 2 petites secondes. Le Président m'a pris au dépourvu, là. Tu as été le premier à demander, alors oui, je vais commencer par toi. Merci. Alors, suite à la conférence de financement, nous examinerons dans quelques jours le projet de loi cadre sur les transports. Je remercie d'ailleurs publiquement Didier Mandelli d'ouvrir l'ensemble des auditions qu'il mène dans un temps record et de nous permettre de poser également des questions. Alors, votre rapport est un précieux outil dans nos réflexions. Je regrette que nous ne puissions disposer d'ailleurs d'autres rapports en cours de rédaction avant l'examen du projet de loi, notamment ceux du préfet Philiseau, de l'ART ou encore du COI. Alors vous émettez une quarantaine de propositions qui ont globalement pour but de faire gagner entre 3 et 4 ans au projet via des mesures de simplification notamment. Monsieur Beaune, vous avez été ministre. Comment peut-on renforcer le cadre de planification et le suivi sur le long terme tout en continuant d'être soumis à l'annualité budgétaire qui nous empêche de véritablement avancer, aux acteurs de véritablement prévoir sur le temps long, alors même que c'est ce qui fait le succès de la Société du Grand Paris et des grands projets pour la construction du Grand Paris Express, un des plus importants chantiers d'Europe. Dès lors, que pensez-vous de ce modèle et n'est-il pas temps de s'en inspirer et de l'étendre à d'autres grands projets d'infrastructure? Et il est clair que dans ces projets, la recette étant prévue d'avance et on recourt à l'emprunt, on est garant, on est sûr de la réalisation. Et je pense qu'en termes de rapidité, ce dossier a été exemplaire. Vous parliez en introduction de la fierté que nous avons de nos infrastructures. C'est vrai, mais elles sont vieillissantes et notamment dans les transports, qu'il s'agisse du ferré ou du routier non concédé. Vous avez dit qu'il fallait prioriser la régénération et la modernisation de nos réseaux existants. Nous le partageons tous. J'ai même entendu pas loin de mon oreille quelqu'un dire pourquoi ne l'a-t-il pas fait, mais c'était une mauvaise langue certainement. Ne faut-il pas recourir à des crédits, des modèles d'affectation budgétaire sur ces gros, je dis pas sur tout, parce que quand on est ministre des Finances, c'est impossible d'affecter les recettes, mais sur les grands réseaux d'infrastructures, ne faut-il pas avoir recours à des crédits affectés? Et un dernier point, je recours à mon expérience. J'ai siégé pas mal d'années à la Commission nationale du débat public lorsque j'étais dans les départements. J'ai participé à des débats publics et j'ai pu constater que cette drôle de procédure, avec les grands maîtres d'ouvrage expérimentés, était véritablement un moyen d'améliorer la qualité des projets. Je dis bien avec les grands maîtres d'ouvrage expérimentés. Ceux qui avaient peu à faire à la CNDP ou lors de leur premier départ intégraient mal la procédure et effectivement perdaient un peu de temps. Mais je pense à SNCF, RTE, etc. Ils maîtrisent parfaitement et ils le prennent comme un outil qualitatif parfaitement intégré. Je vous remercie. Merci. Je vais encore prendre 2 questions. Oui, oui. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire, merci de votre venue dans nos 2 commissions réunies aujourd'hui. Moi, je voulais vous poser 2 questions. Le rapport constate que les priorités d'investissement fixées par le COI ne sont généralement pas prises en compte par le Parlement lors des débats budgétaires. Vous proposez une loi de programmation pour remédier à cela, mais quelle garantie avez-vous qu'une nouvelle loi de programmation sera respectée si des arbitrages financiers doivent sacrifier ces orientations? Comment contraindre effectivement le gouvernement et les majorités futures à respecter ces engagements? Vous proposez également de conditionner la DUP à un protocole de financement. C'est à mon avis, une excellente idée. En théorie, mais en pratique, est-ce qu'on ne risque pas d'enterrer définitivement des projets dont le financement pourrait ne jamais aboutir faute de volonté politique nationale au détriment de territoires qui les attendent depuis des décennies? Comment ce mécanisme protégera-t-il les régions les plus enclavées? Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Hervé Gillet.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci pour votre présence. Je pense qu'on participe tous aujourd'hui de trouver des solutions pertinentes pour rééquilibrer, effectivement, au travers de la mise en œuvre de ces grands projets, les démarches administratives, tout en respectant les droits de l'ensemble des parties prenantes, et notamment environnementales. C'est une équation qui n'est pas toujours simple et assez complexe. Sur la question du R2IMP, enfin, toujours délicat un peu à la raison impérative d'intérêt public majeur, il y a une question de fond qui se pose, Monsieur le Président, c'est comment on la définit. Parce qu'à l'heure actuelle, on l'évoque de manière très régulière, très bien, mais comment définit-on concrètement et très précisément le R2IMP? Et donc, j'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Je pense même qu'on pourrait ouvrir aujourd'hui un débat au sein même de notre Assemblée sur ce sujet-là, parce qu'il faut en définir les contours d'une manière hyper précise. Sinon, on risque de tomber aussi dans des travers ou l'utilisation à tort et à travers à un moment donné de cette raison. Donc, ceci pouvait le préciser. Et puis, concernant le protocole de financement, je suis tout à fait d'accord effectivement avec vous. Ceci étant, quand on voit le dérapage financier d'un certain nombre de grands projets à caractère structurant, on pourrait parler de l'EPR, mais on pourrait parler aussi des lignes à grande vitesse, quand on regarde comment elles ont été estimées au départ et le coût à l'arrivée, il y a des écarts qui sont absolument considérables. Donc comment vous consolidez véritablement ce plan de financement qui devrait théoriquement, avec la DUP, participer aussi de la décision finale de l'État, et notamment souvent de l'avis que le Conseil d'État peut rendre. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Franck Derzin. Oui, merci Monsieur le Président, cher Clément. Il y a beaucoup de rapports en cours en ce moment, on l'a dit, hein, beaucoup de gens ont la mission de réfléchir sur les infrastructures. Moi-même, je fais partie du COI. Voilà, le rapport, on peut le dire, est terminé, puisqu'il fallait qu'on attende la fin des municipales pour sortir ce rapport qui risquait de ne pas plaire à un certain nombre d'endroits en France. Évidemment, il est très difficile aujourd'hui d'imaginer de lancer de nouveaux projets vu l'argent qui est disponible. Je pense que globalement, on va réussir à ne plus créer de la dette grise sur le ferroviaire. On va y être. Par contre, on ne réussira pas à ne plus faire de la dette grise sur le routier. Et le niveau des routes départementales, et on le sait, hein, j'enfonce des portes ouvertes, des ponts et des ouvrages d'art devient très inquiétant pour l'avenir. Donc ma question, c'est que pensez-vous de ces nouveaux projets ferroviaires, le GPSO par exemple, où l'État dit clairement OK, faites-le, mais ça ne passera que par un PPP. Qu'est-ce que vous en pensez? Et parlez-moi aussi de ce que j'entends au niveau des contrats de plan urgent État-région, dont on me dit qu'ils ont été signés pour 5 ans, mais qu'en vérité, ils dureront 10 ans avec les mêmes sommes. Merci. Je vais donner la parole à Jacques Ferny, puis après je redonnerai la parole à Clément Beaune pour qu'il puisse répondre. La parole est à Jacques Ferny. Oui, merci Président. Cher Clément Beaune, ouais, j'ai eu peur quand j'ai vu le titre effectivement du rapport, grand projet d'infrastructure. Je me suis dit, si ça laisse à croire que l'essentiel, ce sont les infrastructures nouvelles à déployer, on est mal barré. On le voit bien avec le travail actuellement sur la loi 4 sur les transports. Le grand projet principal, c'est la régénération, la modernisation, prenant en compte l'adaptation au réchauffement climatique. Et s'il y a des grands projets nouveaux, c'est essentiellement ceux sur les mobilités du quotidien avec les SERM. En regardant effectivement le contenu du rapport et des préconisations, je me suis aperçu heureusement que la question de la modernisation, de la régénération et de l'adaptation était bien présente. Alors je ne vais pas reprendre les interrogations que je partage, notamment de Didier Jacquin. Je suis perplexe sur la proposition 10 qui propose en gros de rapprocher le Conseil d'orientation des infrastructures
et l'AFIT, l'Agence française de financement des infrastructures de transport. On sait que l'AFIT, elle a été mise en cause. Certains, il y en a même ici, proposaient de la supprimer purement et simplement. Voilà. Donc ce qu'ils proposent, c'est pas de les fusionner quand même, mais c'est de les faire présider par la même personne, si j'ai bien compris. À mon sens, il y a quand même ces deux fonctions assez différentes. Je veux dire, le COI, c'est en amont de la décision politique, éclairer sur ce qui est possible, sur ce qui est souhaitable, proposer des scénarios, peut-être sûrement d'ailleurs en préconiser un, alors que l'AFIT, c'est autre chose, c'est en aval, la décision politique prise, exécuter le financement de façon à ce qu'il ne soit pas remis en cause par les exercices budgétaires annuels. Donc, voilà, quelle nécessité de les faire présider par la même personne, je m'interroge. Tout qu'en l'occurrence, les deux présidents actuels, me semble-t-il, sont bien complémentaires et bien compétents, chacun à leur place. Il y a aussi la question de la CNDP. J'ai vu que vous proposez de supprimer la saisine facultative, ça c'est technique, de la CNDP, mais en gros, est-ce qu'on compte maintenir le rôle, l'importance de la Commission nationale du débat public ? Et oui, c'est déjà bien pour mes questions. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Clément Beaune. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je retrouve quelques sujets qui me tiennent à cœur. Bon, Monsieur le sénateur Jacquin, alors je commencerai par les mots qui vous ont été soufflés. J'ai toujours défendu, je crois que le Sénat m'en est témoin, l'idée d'une loi de programmation. Je suis heureux que l'idée ait abouti. J'espère qu'elle aboutira concrètement. Et la loi cadre est une étape importante, en effet, notamment pour affecter, en tout cas par principe, un certain nombre de ressources au financement du réseau ferroviaire. J'avais défendu et obtenu, grâce au Sénat d'ailleurs, je dois le dire, en discussion budgétaire, pour la première fois, je crois, depuis 10 ans, peut-être même 12 ans, lorsque c'était le budget 2023 que nous discutions, un rehaussement, y compris par rapport au contrat de performance État SNCF Réseau, des crédits affectés à l'entretien du réseau ferroviaire. Donc je ne découvre pas cette passion et cette concentration sur le réseau ferroviaire, je l'ai porté, y compris budgétairement. J'avais engagé d'ailleurs la révision du contrat de performance État SNCF Réseau, et comme vous le savez, je crois que ça a été confirmé par Ambition France Transport, la nécessité pour ne pas créer de dettes grises supplémentaires, pour stabiliser l'âge du réseau ferroviaire français, ne serait-ce que cela, c'est d'ajouter 1,5 milliard par an environ au financement actuel prévu par le contrat de performance État SNCF, hors inflation, au montant consacré. Je vais aller un cran plus loin, je l'ai dit devant la commission Ambition France Transport, devant le président Bussereau. Donc je le défends ici aussi par cohérence. Je pense qu'il faudrait, s'il y a une loi de programmation, et même s'il n'y en avait pas d'ailleurs, un vote spécifique, je crois que c'est du niveau parlementaire en réalité tellement c'est important, des engagements sur le réseau ferroviaire pluriannuellement. En quelque sorte que le contrat de performance devienne quasiment un document législatif. Au moins d'information parlementaire à l'évidence, mais probablement de vote sous la forme d'une loi de programmation ferroviaire ou d'autres choses. Je pense que c'est très important, et je vais même aller un cran plus loin, je l'ai dit à plusieurs reprises dans le passé, même si c'est difficile, il faut que les modalités de financement de l'entretien du réseau ferroviaire soient clarifiées. On sait aujourd'hui que l'effort que j'ai défendu et que j'ai en partie obtenu, plus 1,5 milliard par an, est aujourd'hui largement porté par le groupe SNCF. Ces résultats le permettent sans doute à court terme, pas durablement. Et donc, il faudra qu'il y ait un financement d'État sur les crédits du réseau ferroviaire. Ce qui nécessite évidemment des arbitrages par ailleurs dans le secteur des transports, soyons clairs. Mais je crois que si on doit prioriser à l'avenir, ça fait partie des impératifs. Je ne serai pas plus long sur ce sujet, car je crois que, dans l'orientation générale de ce que je décris là, le ministre Tabarot, qui est aujourd'hui en charge, partage cette priorité. Vous avez mentionné la question de l'annualité, je ne veux pas être, la pluriannualité d'ailleurs plus exactement, pas être trop long là-dessus. Nous avons fait d'autres travaux, pas seulement sur les questions d'infrastructure, de transport ou d'énergie, que j'ai publié au mois de janvier, sur la nécessité d'un budget pluriannuel. C'est une question qui dépasse nos travaux de cet après-midi. J'en suis absolument convaincu, et nous avons lancé des travaux sur la pluriannualité en général que nous préciserons d'ici l'été, en regardant ce que font les autres pays européens. Une réforme constitutionnelle avait d'ailleurs été portée en 2011, ici comme à l'Assemblée nationale, et votée d'ailleurs, pas en congrès, mais dans les deux chambres, qui prévoyait de créer, je crois que c'est une très bonne idée, des lois cadres
des finances publiques impératives de 3 à 5 ans, au moins 3 ans. Et je pense que nous en avons besoin. Ensuite, les choix politiques de quelle est la composition du budget, quel est le niveau de dépenses, quel est le niveau de recettes, ça c'est évidemment un choix qu'il faut faire à chaque négociation pluriannuelle. Mais on voit bien, a fortiori dans les négociations budgétaires qui ont eu lieu ces derniers mois, et ça durera en réalité, parce que les négociations budgétaires, l'Assemblée pourrait rester fragmentée à l'avenir, ce n'est pas un cas d'école complètement. On a besoin d'avoir, je crois, de la visibilité dans des secteurs comme les transports à l'évidence, mais aussi dans des secteurs comme la santé, dans des secteurs comme l'énergie, d'avoir une stabilité pluriannuelle. Bon, alors, ensuite, les lois de programmation, je l'ai dit, je suis pour en matière de transport. Après, là aussi, pour être cohérent, si on fait une loi de programmation dans chaque secteur, ça s'appelle un budget. Bon. Donc, il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop. Sinon, tout est programmé. Mais c'est bien pour ça qu'un budget pluriannuel, c'est sans doute la bonne réponse aux nécessités de programmation et d'investissement dans certains secteurs et de stabilité des financements. Voilà pour partager cette conviction au-delà du rapport Cadot lui-même. Vous avez cité l'exemple de la SGP qui est aussi un outil de pluriannualité. Je pense que c'est un bon exemple. D'ailleurs, nous l'avons transformé avec votre soutien en société non pas du Grand Paris, mais des grands projets désormais, et qui porte les SERM et permettra de donner de la visibilité au financement et aux projets. Pardon ? Oui, des SERM, pardon. Si je me suis mal exprimé, je précise des SERM, des services express régionaux métropolitains, c'est précisément hors région parisienne, pour avoir à la discrétion des collectivités, mais des sociétés de projets locales, et un appui d'ingénierie de la société des grands projets. Si on a une leçon à tirer de la SGP, je ne veux pas être trop long, format initial, c'est-à-dire Société du Grand Paris, c'est quoi? C'est qu'il y avait un objet précis, un financement garanti dans la durée, et une gouvernance qui d'ailleurs a été critiquée au départ parce qu'elle était complexe, et vous savez qu'il y a eu des rebondissements, mais qui est bonne en réalité parce qu'elle associe l'État et les collectivités concernées. Et je crois qu'il y a peu de projets, je le dis comme francilien, plus consensuels aujourd'hui que les projets du Grand Paris Express. J'espère que son esprit irriguera les SERM aussi à l'avenir, mais en tout cas c'est un très bon exemple. C'est aussi pour ça qu'on l'a transformé en société des grands projets. Sur les questions, Madame la sénatrice, que vous évoquiez de loi de programmation, j'en ai dit un mot. Oui, c'est important. Oui, c'est important dans les secteurs d'investissement comme les transports. On ne peut évidemment pas le dire dans tous les secteurs, sinon il n'y en aura plus, les lois de programmation. Mais un budget pluriannuel peut être un moyen de donner au secteur d'investissement prioritaire cette stabilité et cette visibilité dans la durée. Alors, vous l'avez dit, c'était une vraie question qu'on s'est posée, enfin en tout cas que Michel Cadot s'est posée, et je la partage. Est-ce que c'est pertinent d'avoir ce protocole de financement associé à la DUP? Parce que, évidemment, ça imposera des choix. Non. Mais je crois que c'est important parce que justement ça donne la vérité des prix. Sinon on prend des faux engagements. Je crois qu'il n'y a rien de pire qu'un engagement qui ne sera pas tenu ou qui n'est pas tenu. Il vaut mieux avoir le débat au début du projet et qu'il soit non pas définitivement tranché, je ne suis pas naïf, ça n'arrivera jamais complètement, mais qu'au moins État et collectivités, au pluriel, disent combien ils sont prêts à mettre, compris l'État, et que ces engagements soient consignés dans un protocole partagé. Alors ça n'empêchera pas les aléas, mais ça permet au moins qu'il y ait un peu de sincérité et d'honnêteté dans l'engagement. Parce qu'évidemment, la DUP, pardon de le dire un peu brutalement, ça arrange tout le monde. C'est une forme d'hypocrisie collective, souvent. On dit, vous avez la DUP, vous inquiétez pas, c'est bon, le projet va se faire. Bon. Et les sous, ils sont où? On verra plus tard. Bon. Donc la logique que suit le rapport Cadot, là, je parle à sa place, c'est il faut de la clarté au moment de la DUP, que le financement soit en partie sécurisé, au moins qu'il y ait un engagement de principe, et que la DUP ne soit pas trop longue, 4 ans plutôt que 5 ans, en tout cas c'est un signal en ce sens, renouvelable éventuellement, et pour forcer aussi les porteurs de projets et les services de l'État à instruire rapidement qu'il n'y ait pas trop d'écart entre la DUP et notamment l'autorisation environnementale. Voilà, donc ça je pense que c'est une cohérence, on s'engage financièrement, la DUP est obtenue et les étapes suivantes sont franchies assez rapidement ensuite. Ça, c'est un scénario évidemment un peu idéal, mais les propositions sont faites en ce sens pour être le plus concret possible là-dessus. Mais donc, il vaut mieux savoir au départ si l'engagement financier est vrai ou pas. Je le crois. Sur, Monsieur le Sénateur, la définition de la R2IPM, alors elle n'est pas de manière générale, avec quelques exceptions définies par la loi. Comme vous le savez, c'est une notion qui est issue du droit européen. Pas être trop long sur ce sujet, le rapport Cadot m'a permis de m'y replonger avec délice, mais la R2IPM, c'est un des éléments qui permet de vérifier qu'on respecte
une des exigences environnementales qui est la protection des espèces protégées, le respect des espèces protégées. Il faut qu'il y ait une raison pour déroger ou ne pas respecter la protection des espèces protégées. Il faut une raison impérieuse, une raison impérative d'intérêt public majeur, R2IPM. Il faut qu'il n'y ait pas d'alternative sérieuse. Il faut qu'il y ait un maintien de l'état écologique, je cherche l'expression, un maintien de l'état écologique de la zone. Est-ce qu'il faut fixer dans la loi cette ER2? Est-ce qu'il faut la supprimer? Je ne crois pas. Est-ce qu'il faut la fixer dans la loi? Ça, je suis modeste devant le législateur. J'invite à la prudence, parce que quand vous l'aurez fixé dans la loi par principe, vu la diversité des projets concernés, ça peut aussi être un élément restrictif d'un certain nombre de projets. Si le juge dit, bah, écoutez, là, le législateur a dit que, et là, vous n'êtes pas dans un cas qui permet de justifier d'une raison d'intérêt impérieux, d'intérêt R2IPM, exactement, eh bien, on peut être coincé sur un certain nombre de projets. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une appréciation du juge, y compris à la phase contentieuse, mais ça peut donner, c'est toujours le même débat, hein, est-ce qu'il faut être précis dans la loi ou laisser de la marge de jurisprudence? Ça, je vous laisse cette question philosophique. En tout cas, ce que je préconise comme voie, c'est d'avoir, plutôt qu'une définition figée, des cas où, en effet, le législateur dit qu'il y a présomption. Et un des cas supplémentaires qu'on préconise ici, ce sont pour les opérations de régénération et d'entretien du réseau. Que là, on a une présomption de R2IPM. Et autre proposition du rapport Cadot, une proposition, cherchons numéro exact, numéro 12, c'est que quand on veut justifier de cette raison pour déroger à la directive espèces protégées, on le dise dès le moment de la DUP, là aussi. Vous aurez compris que la philosophie générale du rapport Cadot, c'est que l'étape de la DUP soit beaucoup plus structurante que dans le droit actuel. Il ne va pas jusqu'à proposer la fusion DUP autorisation environnementale. Encore une fois, c'est une réflexion qui serait plus lourde, qui pose d'autres questions. Mais ce qui est proposé ici, c'est à travers une série de propositions, notamment les propositions 12 à 17, d'avoir un moment DUP, si je puis dire, qui soit plus sérieux et plus stabilisateur pour le projet, y compris en reconnaissant, quand il le faut, qu'il y a une raison d'intérêt, une raison impérative d'intérêt public majeur pour déroger à la directive. Sur les questions que vous avez posées, monsieur le sénateur Dersin, que j'ai plaisir à retrouver pour parler transport notamment. Bon, sur le COI, alors je veux faire de peine à personne, et rien n'était ad hominem. Je connais et estime et le président du COI et le président de la FIT. J'ai défendu d'ailleurs le maintien de la FIT. L'idée c'était, là aussi je ne veux pas parler complètement à la place du préfet Cadot, mais je crois que c'est l'esprit de sa proposition, en disant faire présider par la même personne. Ça peut paraître anecdotique, bon. Mais l'idée c'est qu'on retrouve l'esprit des deux institutions. Le COI, vous le connaissez mieux que moi, monsieur le sénateur, sa fonction, si je résumais pour le citoyen, c'est de dire quels sont les grands projets prioritaires. Puis ensuite, le ministre et le gouvernement décident, mais vous éclairez ce choix. Et ça me paraît important, pour que là aussi, on ne se lance pas dans une liste à l'après-vert qui n'aboutit pas à la fin et qui déçoit tout le monde. Donc quels sont les projets prioritaires? Et puis le gouvernement décide et les propose au Parlement le cas échéant. Et la FIT, je crois que c'est utile. Pourquoi? Parce que la FIT, on le sait, hein, ça a été fait au départ essentiellement en partie pour débudgétiser le budget des transports, soyons tout à fait honnêtes. Ça a un avantage majeur, et c'est pour ça que je défends vivement la FIT, c'est que ça donne de la pluriannualité dans un secteur qu'en manque. Bon. Et donc si on retrouve l'esprit originel, il faudra que le COI dise voilà la liste des projets prioritaires, le gouvernement en décide, c'est sa prérogative, et ensuite la FIT devrait avoir entre ses mains le financement des projets prioritaires. Elle se recentrer là-dessus en réalité. Donc je crois que l'esprit de la proposition, c'est de dire il y a un continuum, le COI dit la priorité, le gouvernement la décide, et le Parlement vote les crédits qui vont avec, et ensuite la FIT a entre ses mains le financement stabilisé de ces projets prioritaires. C'est ça, je crois, l'esprit. Alors après, honnêtement, je ne crois pas que ce soit la proposition cœur du rapport, que ce soit un seul président, deux présidents, mais l'idée, c'est qu'il y a une continuité entre la définition des grands projets et leur financement. Et il y a une proposition importante, alors je sais que ce n'est pas très à la mode de dire qu'il faut des délégations interministérielles supplémentaires, donc mea culpa, mais on peut le faire à effectif constant, voire moindre. Il y a une proposition du rapport Cadot qui est de dire si on veut suivre les projets prioritaires, un petit nombre de projets au niveau du gouvernement, dire où on en est, est-ce que le financement est assuré, est-ce qu'il y a des blocages, est-ce qu'on peut lever certains blocages, coordonner avec les élus locaux, etc. Ça marche bien pour le nouveau nucléaire. C'est la délégation interministérielle au nouveau nucléaire, la fameuse DIN, quelques effectifs sous l'autorité de Joël Barré, qui permet de suivre ces projets majeurs et de faire le lien, encore une fois, avec une toute petite équipe, avec les opérateurs comme EDF, avec les collectivités concernées, avec les administrations concernées, etc. Je crois que ce modèle, c'est le modèle d'IJOP aussi pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, marche assez bien. Il ne faut pas les multiplier, mais pourrait marcher pour ces très grands projets ou ces projets prioritaires. Voilà, sur
GPSO et les CPER, je n'ai lu d'aucune question, monsieur le sénateur. Je ne veux mettre personne dans l'embarras, je ne connais pas le rapport que vous remettrez au ministre des Transports. J'essaye simplement là aussi d'être cohérent, puisque les déclarations sont publiques, chacun peut les retrouver. J'ai toujours défendu GPSO, je peux vous dire le contraire aujourd'hui. Maintenant, il pose des questions de financement majeures. Pour moi, c'est un projet, au moins dans son barreau Bordeaux-Toulouse, qui est très important. Voilà. Après, les modalités qui sont... c'est plus facile dans ma position aujourd'hui de dire il faut avancer que quand on doit faire des arbitrages budgétaires. Donc je n'en préjuge pas ni de votre rapport, ni des décisions du ministre Tabarot. Mais je crois que c'est un projet important. Je sais qu'il est débattu de part et d'autre d'ailleurs. Au nom de l'écologie, certains le critiquent. Au nom du coût financier, d'autres le critiquent. Mais à la fin, parce que c'est ça, relier quand même deux grandes métropoles et à la fin relier aussi Toulouse à Paris en train, là on veut réduire la place de l'avion, je crois que c'est pertinent. Et non, une ligne existante ne peut pas faire les deux travaux à la fois. Il ne peut pas faire plus de trains du quotidien dans le cadre du CERM et de la grande vitesse, on le sait. Sur les contrats de plan État-région, c'est une réflexion plus large que nous essaierons d'éclairer par nos travaux sur la pluriannualité. Moi, je pense que c'est des outils qu'il faut... On s'est posé plusieurs fois la question, moi-même, mes prédécesseurs dans le domaine des transports et dans d'autres, est-ce qu'il faut avoir des contrats de plan État-région? C'est quand même un des outils, aussi imparfait soit-il, de choix des projets, malgré tout, et de cofinancement assumé. Bon. Alors, évidemment, souvent, je ne sais pas pour cela, leur durée dépasse les financements prévus. Bon, il faut là aussi, et j'en prends ma part, qu'on soit tous un peu plus honnêtes au moment où on signe des contrats de plan, que ce soit en matière de mobilité ou d'autres volets. Il y a un arbitrage à faire entre l'ambition et le réalisme. Bon. Et quand on discute, vous le savez, monsieur le vice-président, une région importante, évidemment, c'est tentant de dire on va tout faire et après, on a des contraintes financières. Donc, je crois honnêtement que dans les deux dernières générations, je vais étendre au-delà de mon cas, on a quand même fait un travail de priorisation qui était un peu meilleur, qui sans doute peut s'améliorer dans l'esprit du COI. Mais je serais prudent avant de casser l'outil. On n'a pas tant d'outils pluriannuels coopératifs que ça. Celui-là peut être utile. Sur les questions que vous avez soulevées, monsieur le sénateur Fernic, de gouvernance, je crois y avoir répondu. J'en profite puisque vous l'avez dit. Dans grands projets, ce n'est pas seulement 2-3 grands projets routiers ou ferroviaires, de grande vitesse ou d'autoroute. Les CERM, pour moi, font partie des grands projets. C'est une grande ambition. Et j'en profite pour signaler, puisque je disais qu'on essayait de remettre de l'aménagement du territoire dans les travaux du plan. C'est, je crois, une nécessité. Nous avons lancé, à la suite du rapport Cadeau, un rapport Lalande, confié à un autre préfet, Michel Lalande, que plusieurs d'entre vous ont connu sur leur territoire, qui pilote un travail sur quels sont les critères. Là, on ne se projette pas dans les travaux du COI, quels sont les critères à l'horizon 2050 et 2100 pour choisir les grands projets d'aménagement du territoire. Je le disais, l'ambition Fraissinet, ça paraît peut-être lyrique aujourd'hui, mais c'est très important, c'était créer de la cohésion nationale pour la République en reliant les sous-préfectures par le chemin de fer. Bon, demain, c'est quoi? Est-ce que c'est casser la fracture centre-périphérie en créant des services express régionaux métropolitains, routiers ou ferroviaires? Est-ce que c'est de compléter quelques barreaux de grande vitesse? Est-ce que, etc. Bon, je ne préjuge pas, mais l'idée, c'est voilà, quel serait un plan Fraissinet du XXIe siècle et selon quels critères? Je crois qu'on a besoin de cette projection et je crois que c'est notre mission d'y contribuer. Donc, d'ici l'été, le 15 juillet, un rapport Cadeau 2 ou Lalande 1 sera remis pour préciser ce qu'on propose en la matière. Évidemment, nous ne déciderons pas pour l'aménagement du territoire. Pardon, oui, la CNDP. Alors non, il n'y a pas du tout de proposition de suppression. Il y a quelques ajustements techniques, je ne veux pas être trop long. Il y a aussi, parce qu'on a vu que ça marchait mieux pour réduire y compris le contentieux, des propositions de suivi des engagements. Quand, dans le cadre de la concertation du public, des engagements sont pris, soit de compensation environnementale, soit d'information ultérieure, etc., ils ne sont pas recensés, ils ne sont pas faciles à suivre, y compris en ligne. Donc là aussi, en s'inspirant de bonnes pratiques étrangères, puisqu'on a comparé aussi le cas français avec 6 pays européens pour le rapport Cadeau, le rapport de Michel Cadeau propose une amélioration dans le temps du suivi des engagements pris dans le cadre de la concertation du public. Mais il n'y a pas de réduction, il y a une clarification, parce que beaucoup de porteurs de projets ont dit, pour être très clair, on ne comprend rien aux cas dans lesquels il faut saisir ou non la CNDP. Et la saisine facultative, c'est un point très technique, mais ça a créé beaucoup de confusion et parfois du contentieux. Parce que comme il y a un choix à faire par le porteur de projet, s'il n'a pas saisi la CNDP alors que c'était facultatif, il avait donc le droit, mais il prend un risque. Parce que si la concertation est mal faite, on va le lui reprocher et parfois censurer le projet. Donc l'idée, c'est de clarifier les 3 étages, projet soumis à CNDP, projet soumis à concertation sans CNDP et projet sans concertation ou concertation libre définie par le porteur de projet.
Merci. Je donne la parole à Ronan Dantec. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai lu avec attention vos propositions 18 à 21 sur la mise en œuvre de la compensation, puisqu'elles font écho à la commission d'enquête du Sénat qui, il y a quelques années, dont j'avais l'honneur d'être le rapporteur, justement sur l'efficacité des mesures compensatoires des grands projets d'infrastructure. C'était une autre époque, il y avait un peu d'actualité autour. Mais le Sénat avait justement voté à l'unanimité un certain nombre de préconisations, et c'est vrai qu'on les retrouve en partie dans vos propres propositions, notamment la proposition 18, qui est de dire, pour qu'il y ait une efficience de la compensation, il faut une planification aussi des questions de biodiversité. Donc ma première question, c'est de dire, puisque là, on est évidemment raccord avec ce que le Sénat avait écrit à ce moment-là, mais est-ce qu'on n'est pas dans un vœu pieux au moment où un certain nombre de régions refusent même de faire leur trame verte et bleue, voire sont de plus en plus méfiantes sur le Stradet lui-même. Donc est-ce que ça, c'est une proposition, par exemple, dans vos auditions, vous avez entendu Région de France qui l'a soutenue, ou est-ce qu'elle est venue uniquement par vous? C'est important de savoir si elle a fait vraiment consensus, parce que la réalité du terrain, c'est plutôt un désengagement d'un certain nombre de collectivités, et généralement d'une certaine sensibilité politique, de toute planification en fait, de la compensation environnementale et de la biodiversité. Donc ça c'est un peu la première question pour savoir si on est sur quelque chose qui fait relativement consensus dans vos travaux, ou est-ce qu'on est aujourd'hui plutôt dans un vœu pieux. Le deuxième point, c'est par rapport à la proposition 19, qui semble aussi effectivement de bon sens, de dire au moment de la DUP, il faut qu'on ait à peu près une idée claire de l'ensemble des enjeux et donc de la compensation si le projet apparaît totalement nécessaire. Est-ce que vous allez jusqu'à dire finalement à ce moment-là, il faut un peu un dialogue compétitif avec l'ensemble des acteurs, et notamment les acteurs environnementaux, pour essayer de se mettre d'accord en amont sur quelque chose qui marcherait et qui s'inscrirait, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on aura le plan national de restauration de la biodiversité qui doit sortir, y compris par rapport à la dynamique européenne. Donc est-ce que l'idée, c'est d'aller vers ça et d'essayer de trouver le consensus en amont, en tout cas, avec un certain nombre d'acteurs? Plus difficile de les trouver avec tous. Et est-ce que ça intègre le chiffrage précis? Parce que j'ai bien entendu ce que vous disiez au début en disant, au moment de la DUP, il faut avoir les financements. Ça veut dire aussi qu'on doit avoir un chiffrage de la réalité des coûts de la compensation qui doivent être vraiment intégrés dans le projet. Et des fois, les coûts de la compensation peuvent être extrêmement importants sur un certain nombre de projets. Voilà mes deux questions. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Marc Séné. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur Beaune, ma question porte sur les nouvelles exceptions de l'autorisation environnementale. En fait, le rapport recommande d'adapter l'autorisation environnementale à certains cas spécifiques afin de sécuriser et d'accélérer la mise en œuvre des projets. Quel type de projet, d'après vous, justifie cette adaptation et pourquoi ne pas simplifier définitivement le droit existant plutôt que de créer de nouvelles exceptions? Comment concilier la nécessité de réduire les délais de décision avec le respect des exigences environnementales et la protection des populations locales et des écosystèmes concernés? Et enfin, comment accélérer le traitement de certains recours portés par des associations environnementales au contentieux lorsque le CNPN, le Conseil national de la protection de la nature, qui est aujourd'hui essentiellement composé d'experts scientifiques, émet un avis favorable à un projet? Merci. La parole est à Gilbert-Luc Devinaz. Merci. Oui, merci, Président. Je voulais revenir, moi, sur le projet de loi du mode de transport de notre ex-collègue Philippe Tabarot. Il y a un article, l'article 8, qui permet de déroger au PPRT pour faciliter des projets ferroviaires d'utilité publique, comme l'étoile lyonnaise, et il cite, je crois, Saint-Fond. Enfin, pour tout le monde, c'est la vallée de la chimie. On appelle ça la vallée de la chimie parce que c'est plus joli. C'est quand même une concentration d'usines Seveso au sud de Lyon qui doit comporter 16 sites Seveso pour montrer le côté problématique de ce secteur. Et je voulais savoir, moi, l'efficacité d'un PPRT, il repose, à mon sens, sur son intransigeance. Créer une exception pour l'État, est-ce que ce n'est pas ouvrir une brèche pour les autres? Si l'État déroge, est-ce qu'il va prévoir des budgets spécifiques pour protéger les riverains, les usagers?
que le PPRT, par défaut, ne protège plus. Et puis, en cas d'accident, alors ce que je ne souhaite pas, parce qu'un accident dans ce secteur-là, on bloque tous les échanges du nord de la France au sud de l'Europe. Et quand je dis tous les échanges, c'est le train, c'est le routier. Alors, pour ceux qui partent en vacances, vous connaissez l'A7, mais c'est aussi la navigation sur le fleuve du Rhône. Et juste avant Noël, on a eu un accident dans l'usine Arkea sur un site d'expérimentation, dans un laboratoire. Il a fallu confiner les 20 000 habitants de Saint-Fond. Et au niveau humain, on a eu à déplorer 2 morts et 4 blessés. Imaginez que ça soit plus sur le site du laboratoire, mais dans le site de production. Donc un jour, s'il y a un accident, qui sera responsable en cas d'accident ferroviaire dans cette zone dérogatoire, la SNCF, les usines riveraines, l'État? Moi, il me semble qu'il y a un flou juridique. Et qui est chargé de lever ce flou juridique sur le plan de la responsabilité pénale? Merci. La parole est à Yannick Jadot. Merci, Monsieur le Président. Merci au commissaire. Déjà, on est content de savoir qu'il y a un haut commissariat au plan qui travaille. On n'était pas habitués. On avait bien compris le plan de table avant, mais maintenant, c'est un plan de travail, donc c'est bien. Non, mais sérieusement, c'est... Depuis 8 mois, il y a quand même beaucoup de rapports qui ont été produits et je trouve que, y compris, ça nous sort parfois des postures sur un certain nombre de sujets et c'est important. Bon, très bien, s'il y a un deuxième rapport, on a vu quand même avec ces élections municipales une fragmentation extrêmement forte de nos territoires politiquement. Et qu'il me paraît essentiel de nous doter de nouveau, je ne sais pas si c'est la data, il ne faut pas faire de la mauvaise nostalgie, mais d'outils qui nous permettent de structurer le territoire au-delà de la richesse, au-delà des intérêts politiques légitimes et qui trouvent leur place dans les décisions publiques et qui ne nous permettent pas aujourd'hui de résoudre un certain nombre de poches, de vides à tout point de vue qui sont extrêmement dramatiques du point de vue politique. Deux questions, si vous me permettez. Je suis surpris de ne pas voir dans le débat sur les infrastructures la question des infrastructures industrielles. Aujourd'hui, quand on pense souveraineté industrielle, quand on pense développement industriel, c'est pas simplement avoir une usine de batterie ici. C'est de savoir, en fonction de cette usine de batterie, est-ce qu'on a encore de la sidérurgie par ailleurs? Est-ce qu'on a des usines de silicium? C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des infrastructures industrielles. C'est pas simplement l'économie circulaire, c'est au fond qu'est-ce qui nous garantit, qu'est-ce qui fait en sorte que, au-delà, à un moment donné, de tel type de, je sais pas quoi, de gigafactory qu'on construit ici ou de bassins industriels qu'on maintient là, est-ce qu'on a au fond une chaîne d'infrastructures industrielles qui nous permettent de construire notre souveraineté et qui permettent d'aménager les territoires? Donc je trouve ça très bien, les transports, l'énergie notamment qui sont mentionnés là, mais je trouve qu'il y a une réflexion à développer sur nos infrastructures industrielles. Et puis dernier point, sur la question du financement et des DUP. Je pense que sur, on va parler EPR2, je pense qu'il y a déjà des DUP qui ont été sortis sur les raccordements de lignes, notamment à Panly. EDF va demander sa DUP sur les EPR2, mais c'est un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que, les EPR2, on ne sait pas encore exactement ce que c'est. C'est pas être anti-nucléaire que EDF reconnaît qu'ils n'ont pas totalement finalisé ce qu'allait être un EPR2. C'est peu dire que sur le financement, on est quand même dans le flou. Et justement, est-ce qu'à un moment donné, au fond, quelles sont, sur la question que vous mentionnez, qui est très importante, du plan de financement raccroché à la DUP, au fond, qui est le juge de paix sur la validité du plan de financement? Est-ce qu'il faut juste que le porteur de projet dise « Ah ben moi, je sais que ça va me coûter tant, et je vous promets que sur 50 ans, j'aurai l'argent »,
Est-ce qu'à un moment donné, quand la Cour des comptes fait un rapport, ça entre dans la décision? Au fond, qui est le juge de paix pour décider que le plan de financement, on sait qu'en matière d'infrastructure, les dépassements sont plus que courants, qui va décider que ce plan de financement est sérieux et crédible? Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Philippe Grosvalet. Merci. D'abord, merci, monsieur le commissaire. Vous aviez eu la gentillesse de nous inviter pour nous présenter ce projet au commissariat au plan. Et j'avais juste modestement fait état de ma modeste expérience de dernier survivant d'un grand projet d'aéroport dans notre pays. Alors, il ne s'agit évidemment pas de raviver les tensions, mais plutôt de s'en servir. Parce que, évidemment, l'expérience est utile et donc, ils doivent nous permettre. Alors, ma première question, et l'intervention de notre collègue Fernic montre à l'évidence qu'on n'a peut-être déjà pas entre nous la même définition de ce qui est un grand projet, de ce qu'est un grand projet. Celle de Yannick Jadot montre à l'évidence qu'il faut élargir sans doute le champ, mais moi je voudrais quand même, et je voudrais que vous précisiez ce que, à la lumière de ce qui a motivé ce rapport, ce qui pourrait, les projets qui entreraient dans cette définition et qui nous permettraient d'avoir des dispositions tout à fait singulières. Alors, dans leur nature, dans leur gouvernance, dans leur volume, dans leur durée, et aussi entre l'intérêt national, voire international, ou l'intérêt plus local. Je ne vais pas parler à la place de mes collègues de Dordogne, mais on voit bien que la nature des sujets n'est pas la même. Je rappelle d'ailleurs, et c'est pour ça que l'expérience est utile, c'est que le projet de Notre-Dame-des-Landes, qui a souvent été catégorisé comme un projet local, était un projet national. D'abord une maîtrise d'ouvrage d'État et une vision globale sur l'ensemble du territoire national du trafic aéroportuaire. Donc, cette précision, je ne l'ai pas complètement perçue dans votre proposition. Par exemple, le débat public. Par exemple, la durée du débat public, même si je salue les évolutions que vous proposez. Et on pourrait aussi peut-être s'inspirer de la Commission nationale du débat public qui elle-même a évolué. Mais je me souviens m'être opposé à 2 présidents de région, amis politiques par ailleurs, et 2 préfets pour leur dire que je refusais qu'il y ait un débat public sur les infrastructures ferroviaires de Bretagne, parce que j'avais utilisé cette expression, et on était encore dans le vif du sujet de l'opposition Notre-Dame-des-Landes. J'avais dit, ceux qui manifesteront demain contre ce projet ne sont pas encore nés. Et donc, même si vous distinguez la concertation aval et puis si vous apportez des propositions pour tout au long des projets, on voit bien que ce qui, par exemple, encore une fois dans ce projet était reproché, c'était un projet de plus de 40 ans. Mais moi qui ai eu à construire des routes, on avait l'habitude de dire qu'il fallait une dizaine d'années pour construire des routes. Aujourd'hui, il en faut plus de 20. Donc on voit bien que la notion du temps, avec les changements de gouvernance, les changements politiques, les changements de réglementation, les changements législatifs, les changements technologiques, montrent à l'évidence qu'il faut plus, me semble-t-il, sur des projets d'envergure que ce que vous proposez. Merci. La parole est à Daniel Gremillet. Merci, Président. Monsieur le Haut-Commissaire, je vais revenir sur le dossier énergétique. Effectivement, les choses sont en train de s'accélérer. S'accélérer de par une dimension qu'on n'avait pas imaginée, qui est en train de nous presser. Et elle s'accélère aussi au niveau communautaire, avec notamment le paquet réseau, interconnexion. Pas uniquement électrique, mais sur l'ensemble des énergies, que ce soit hydrogène, du gaz. Enfin, il y a un débat du futur énergétique et de l'indépendance de notre souveraineté qui est absolument stratégique. On a tenté, normalement la loi dit qu'il devrait y avoir une loi de programmation énergétique. Elle n'est jamais arrivée. Le Sénat s'est hasardé à faire un texte qui a été voté à 2 reprises. Il a été examiné une seule fois à l'Assemblée et il n'a pas continué son chemin à l'Assemblée.
et je vous entends, et je partage, et je suis heureux effectivement de votre présence, et surtout que la France ait à nouveau une vision à long terme, qui soit en capacité de ne pas vivre uniquement les chaos politiques du moment, mais qui permettent effectivement, c'est de cette manière-là qu'on sera capable de construire, de cette manière-là qu'on sera capable effectivement d'apporter des réponses stratégiques et au futur qui nous obligent. Mais comment imaginez-vous dans ce discours que vous tenez cette contradiction? D'un côté, on dit le haut-commissaire, on dit un plan, on dit une vision, on dit qu'il y a besoin de programmer. Il faut que le Parlement s'engage et effectivement donne une solidité. Et surtout que la France retrouve une place dans les négociations, et je le dis sur le texte européen d'interconnexion, qui n'est pas neutre. Et je rejoins les propos de mon collègue tout à l'heure, puisque dans le texte, il raccourcit le temps sur les... Donc il va quelque part nous bousculer aussi sur notre politique des infrastructures et des conditions des études et des recours sur les politiques dans les territoires. Et puis le lien avec l'économie. La vision énergétique va dessiner aussi le potentiel économique futur en fonction effectivement de notre capacité à décarboner nos activités industrielles, nos activités tout court dans nos territoires. Voilà, c'est la seule question que je tiens à vous poser parce qu'elle me semble essentielle. Sans cela, tout ce que vous allez faire, je serais tenté de dire demain pourra être effacé. Or, si on efface, ça veut dire qu'on n'a pas de stratégie. Il nous faut un cap. Merci. Je vais donner la parole à Jean-Marie Rioux. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole à l'issue? Que je vois s'il y a d'autres collègues qui souhaitent intervenir. Et à l'issue, je donnerai la parole donc au commissaire. Monsieur Mériou, vous avez la parole. Merci, monsieur le haut-commissaire d'être venu jusqu'à nous. Moi, je reprends la question de Philippe Grosvalet. Quelle est la définition des grands projets d'infrastructure? Est-ce que c'est le coût de ce projet? Est-ce que c'est la gouvernance? Et je crois que là, on a besoin de précision sur ce point. Puis je voudrais vous dire que la vie dans les territoires, elle est faite aussi de projets que peut-être on ne qualifie pas de très grands projets, mais qui ont une importance vitale pour nos territoires. Une importance de sécurité, une importance de développement économique, une importance aussi de respect de l'environnement. Et on a besoin aussi de simplifier et de faciliter la réalisation aussi de ces petits projets. C'est tout ce tissu de petits projets qui font la vie de nos territoires et qui créent dans ces territoires souvent ruraux, qui créent des colères de voir que nous, nos projets décidés localement par des départements, des régions, des grandes communautés d'agglomération, eux, n'ont pas de possibilité de voir le jour. Voilà, donc moi j'attends que les petits projets, ce que je pense que vous dites petits projets, qui sont pour nous des projets vitaux de développement, puissent voir le jour et puissent bénéficier de ces procédures de simplification. Et je parle, puisque Philippe Grosvalet nous y a invités, je parle du projet de Beinac. Sur lequel on continue de passer à l'aplomb d'une falaise et dont on ne sait pas quand est-ce que la falaise va tomber, mais on sait qu'un jour ou l'autre qu'elle va tomber. Et ce jour-là, on dira « Ah ben oui, voilà ». Donc, et puis c'est tout le développement économique d'une région. Merci. Merci, chers collègues. Mais le mot simplification, j'ai vraiment du mal à l'entendre moi maintenant, parce que depuis le temps qu'on en parle, et qu'on le rabâche à toutes les sauces, et qu'on le remet tous les matins, et qu'à tous les après-midi, on complexifie ce qu'on a essayé de simplifier le matin. On n'est pas sorti. Je vais donner la parole... Ah, vas-y. Je croyais que j'avais fini. Ouais,
Merci, Monsieur le Président. Non, moi, je voulais juste parler de l'A69, puisque vous l'avez largement évoqué, qui a démarré en 94 et qui va peut-être se terminer heureusement en octobre 2026. Bon, ça aura duré 30 ans. Est-ce que vous pensez... Enfin, moi, je vous ai écouté attentivement, mais je ne sais pas combien de temps, si les préconisations du préfet Cadeau avaient été mises en place, combien de temps cela aurait fait gagner sur l'ensemble de la procédure. Et si on ne définit pas, enfin, je rejoindrai un peu un de mes prédécesseurs, un peu mieux ce que c'est la raison impérative d'intérêt majeur, quoi. Parce que à un moment donné, il y aura toujours des attaques si on ne prend pas en compte le fait qu'un projet est soutenu par une majorité d'élus, par une majorité d'habitants, par quelques critères objectifs qui permettent d'éviter que quelques associations environnementales venues de France ou d'Europe s'attaquent à un projet. Voilà. Je vous remercie. Merci. La parole est à Clément Beaune. Merci, Monsieur le Président. Plusieurs questions complexes. Sur les questions que vous avez soulevées, Monsieur Dantec, sur les trames vertes et bleues, enfin les propositions en matière de compensation et de la position de Région de France. Alors je ne m'exprimerai pas en leur nom. Je n'étais d'ailleurs pas à l'audition qu'ils ont faite auprès du préfet Cadeau. Les propositions du rapport, j'aurais d'ailleurs dû le dire de manière générale, on n'a pas demandé à tous ceux qui ont été auditionnés, même pas à tous ceux qui ont participé au groupe de travail, qui est l'organe un peu plus restreint, d'être d'accord. Je ne trahis pas le grand secret en disant que, par exemple, un certain nombre de grands opérateurs publics, pas seulement en matière routière, y compris en matière ferroviaire, trouvent que la proposition sur le contentieux, c'est risqué. En disant le délai de 10 mois, c'est bien, vu du porteur de projet, mais la suspension des travaux, ça nous pose problème. Bon, moi, je trouve qu'il y a un équilibre là-dedans. Donc, ce n'est pas la somme des positions des uns et des autres. Ça aurait été impossible. En revanche, il y a eu un travail de concertation. J'ai pas, je suis prudent, eu écho par le préfet Cadeau, j'ai suivi le travail de près, que ces questions, enfin tout le bloc, les propositions 18 à 22 sur la question des compensations étaient très contestées. Je crois qu'il y avait un consensus assez large sur le fait que l'approche par l'offre était meilleure que l'approche par la demande, c'est-à-dire identifier notamment les fameux sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, les SNCRR, parce que vous avez aimé la R2IPM. S'il y en a 3 qui sont labellisés, comme je le disais en introduction aujourd'hui, c'est sans doute pas généralisable, c'est une bonne approche. Ça permet d'avoir des projets de compensation environnementale de qualité, labellisés, expertisés, pas par le porteur de projet lui-même, mais par des gens dont c'est la compétence et validés par les services de l'État. Ça va plus vite et c'est de meilleure qualité environnementale. Bon. Ensuite, on peut être pour ou contre un projet néanmoins, mais ça permet quand même que cette étape de la compensation, elle soit anticipée et de meilleure qualité. Et ça, je ne crois pas qu'il y ait eu d'opposition de Région de France ou d'autres participants très marqués sur ces sujets. Sur ce que vous disiez, Monsieur le Sénateur Séné, sur si j'ai bien compris, sur le droit existant, est-ce que finalement, à travers notre rapport, nous ne recréons pas des régimes ad hoc ou dérogatoires? Alors, aussi, je m'exprime sans vouloir parler à la place du préfet Cadeau. C'était pas l'idée. En tout cas, l'idée, c'est bien l'immense majorité des propositions qui sont faites ici. Elles portent, je reviendrai sur la notion de projet stratégique, mais sur non pas une catégorie, non pas un secteur de projet, énergétique, industriel, etc., mais sur les grands projets ou les infrastructures en général. Et en tout cas, la recommandation, si je dois vous donner mon avis devant le législateur, qui aura peut-être un certain nombre de ces mesures à prendre, c'est qu'il faudra éviter, je crois, dans les prochaines années, ça a pu être utile de certains projets type les Jeux Olympiques, etc., mais qu'on multiplie les régimes sectoriels. Non. Si on pense qu'il y a deux choses l'une, soit on pense que tout va bien, bon, personne ne le pense vraiment, sur la réalisation de nos projets. Soit on pense qu'il y a des changements à faire, là, il y aura des débats évidemment, on propose encore une fois une boîte à outils, elle n'est pas à prendre ou à laisser, chacun peut piocher dedans. Il vaut mieux l'appliquer à tous les grands projets, plutôt qu'à une catégorie énergie, transport, comme le disait Yannick Jadot, industrie, etc. Ensuite, il y aura de la marge de manœuvre et de décision politique. Mais en tout cas, notre idée, c'est que la multiplication industrie verte, loi ENR, etc., pour des bonnes intentions et de bonnes raisons, a recréé de la complexité.
comme vous le disiez, Monsieur le Président Longeau en aparté, souvent les lois de simplification deviennent des lois de complexification, avec parfois des bonnes intentions et de l'exécutif et du législateur. Donc voilà, donc le rapport, en tout cas, il est là-dessus. Il y a une catégorie de projets, mais je ne sais pas d'ailleurs si on peut la qualifier de sectorielle, sur laquelle, en effet, le rapport prend le parti, c'est le choix de Michel Cadot, et je le soutiens, de dire qu'il faut des allègements particuliers. Ce sont les opérations d'entretien de l'existant, que ce soit routier ou ferroviaire d'ailleurs. Là aussi, si on veut être fidèle, Freycinet à nos grands plans d'aménagement, la bonne manière de faire, c'est quand même d'entretenir l'existant. Bon, et je crois que ça, chacun en est conscient, et de dire qu'en France, nous avons à la fois des infrastructures de grande qualité, encore aujourd'hui, ne soyons pas défaitistes ou pessimistes, mais nous avons, par exemple, le réseau ferroviaire le plus vieux d'Europe. Et la question des ponts, évidemment, et je renvoie à une enquête très intéressante qui n'a pas été faite par nous, mais qui a été faite par un think tank qui s'appelle Terram, sur la préoccupation des Français en matière d'infrastructure. C'est une enquête d'opinion. Spontanément, le premier sujet qu'ils mentionnent, ce sont les ponts et les ouvrages d'art. Voilà, bon, je ferme cette parenthèse. Donc, en tout cas, ce n'est pas un rapport sectoriel, ça c'est important. Alors, l'inconvénient, c'est, pour répondre d'avance à la question de Yannick Jadot, effectivement, on ne s'est pas concentré. Dans les illustrations qu'on a prises, on a plutôt pris des projets de transport et d'énergie, c'est vrai, pas des projets industriels. Ils sont concernés néanmoins, parce que notamment quand on évoque la CNDP, la question des seuils, il y a des seuils en matière d'énergie, il y a des seuils en matière de transport, il y a des seuils en matière de projets industriels. Donc ça s'applique aussi. Ce qui est vrai aussi, c'était un choix qu'a fait le préfet Cadot et que j'avais fait moi-même dans la lettre de mission, c'est que comme il y avait eu la loi industrie verte et qu'elle est récente, l'idée que préconise, et je crois qu'il le dit d'ailleurs explicitement dans le rapport, que préconise Michel Cadot, c'est d'évaluer cette loi pour voir s'il faut intégrer les recommandations de droit commun au secteur industriel ou ajuster, le cas échéant, ou pas d'ailleurs, la loi industrie verte. Alors, pardon si j'ai pas, si je travestis la question sur le CNPN, vous aviez l'air de dire qu'il y avait une question de, enfin, si je comprends bien votre préoccupation, c'était de dire que ce sont des experts et pas des associations en gros, et donc quand ils ont donné un avis favorable, ça peut bloquer le contentieux en quelque sorte. Bon. Alors le CNPN a été auditionné d'ailleurs dans le cadre du travail. On ne s'est pas penché sur la question de sa composition qui dépasse un peu le cadre du rapport. J'ai pas vérifié, j'ai pas le sentiment, mais d'expérience, que d'abord c'est pas parce qu'il y a eu un avis favorable à chaque fois que ça a empêché les décisions de rejet ou contentieux. Alors j'ai pas fait les statistiques pour savoir si bon, mais y compris les ONG qui ont participé au groupe de travail, pour le coup pas seulement aux auditions, à ma connaissance n'ont pas mentionné, pas dire qu'elles ne le pensent pas, mais comme élément central la réforme du CNPN et la participation au CNPN, ou le fait que leurs avis favorables étaient trop souvent trop favorables, si je puis dire. Bon, mais on n'a pas expertisé beaucoup cette question, j'avoue, de la composition ici du CNPN. Sur la question des PPAT, alors, pour être clair, c'est pas, enfin, le rapport ne dispense pas, si je puis dire, l'État. C'est multi-porteur de projet le rapport. Il n'y a pas un régime dérogatoire pour l'État. Et on revient de manière générale dans le rapport Cadot sur, c'était un des éléments du cadrage que j'ai donné, sur aucune des exigences environnementales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un abaissement du seuil d'exigence environnementale. C'est l'originalité du rapport. Alors certains peuvent dire qu'il faudrait aussi revoir des directives, des normes environnementales. Ce n'est pas le parti pris de ce rapport. On a dit à niveau d'exigence environnementale et de participation du public d'ailleurs donné, est-ce qu'on peut aller plus vite et apporter plus de sécurité juridique? Et après, chacun jugera. Le pari du rapport, je crois que pari réussi, c'est de dire on peut le faire. Donc il n'y a pas d'allègement, que ce soit pour les autorisations Céveso, pour la prise en compte des risques industriels, etc., même s'il n'y a pas eu un focus là-dessus dans le rapport. Il n'y a pas eu de proposition qui allégerait le régime environnemental, et a fortiori si c'est l'État qui est porteur de projet. Sur et donc sur la question de la responsabilité, pardon, que vous évoquiez, ça on l'a pas creusé ici dans le rapport. Il y a peu de propositions d'évolution du droit et des responsabilités. Sur ce que vous évoquiez, pour compléter la réponse au sénateur Jadot, alors sur la question des EPR, on ne s'est pas penché particulièrement, savoir s'il y avait le bon niveau de financement, le bon niveau d'expertise. Bon, ça c'est
un débat important, mais c'est un peu un autre débat. Ce qu'on a dit de manière générale, effectivement, c'est que au niveau de la DUP, que ce soit y compris pour un projet aussi massif qu'un EPR, il fallait que, en l'occurrence c'est plutôt l'État, mais qu'on soit tous clairs et transparents sur le financement. Je viendrai sur la question, moi je vais répondre tout de suite à la question de savoir quelles sont les implications de ce protocole de financement. Dans le rapport cadeau, alors évidemment il mérite précision sur un certain nombre de points, dont celui-ci. L'idée c'est qu'il y ait l'obligation d'un protocole de financement, c'est-à-dire que le document matériellement doivent exister au moment de la DUP, qui doivent être d'ailleurs joints, c'est explicite dans le rapport de Michel Cadot, au dossier d'enquête publique. Alors après, il y a deux façons. Soit on est très précis sur le niveau de précision qu'on doit demander à ce protocole de financement. Le rapport n'est pas entré dans ce niveau de détail, avec le risque que du coup, il y ait du contentieux. Bon. Soit on dit simplement il faut un protocole de financement qui boucle en quelque sorte, et qui n'est pas un élément, enfin dont l'existence est un élément indispensable, qui peut être sanctionné par du contentieux, mais dont le degré de précision laisse un peu de liberté. Bon, évidemment, à chaque fois qu'on crée une nouvelle norme ou obligation, il y aura de l'interprétation potentiellement devant un juge. Je n'exclus pas que si on mettait cela comme obligation supplémentaire dans le dossier d'enquête publique, le juge dise votre protocole de financement n'est pas assez précis, c'est pas un vrai protocole de financement, vous n'avez pas respecté l'obligation. Bon, c'est un risque, évidemment. Mais je pense que l'idée est bonne, c'est-à-dire d'avoir l'obligation que les parties prenantes, dont l'État, disent s'il y a un engagement financier ou pas. Il faut le rédiger ensuite de manière suffisamment large pour que ce ne soit pas le moment où on boucle complètement le financement non plus. Me semble-t-il. Alors sur ça, évidemment, vous me prenez par les sentiments. Sur la question d'une data, bon, j'ai pas de nostalgie particulière, je n'ai pas connu cette époque au sein du plan. Je dis simplement que, et ça revient à la question finale, M. Mériou, moi je suis absolument convaincu qu'on manque depuis longtemps en réalité. Ça a été beaucoup dit, documenté par des rapports. D'abord de l'ambition d'aménagement du territoire. Je suis heureux de voir que depuis, je crois, 2 ou 3 gouvernements, le titre est revenu d'ailleurs dans les compétences ministérielles. Aujourd'hui, Madame Gatel. Mais fondamentalement, ça fait assez longtemps en fait qu'on n'a pas eu un grand projet structurant d'aménagement du territoire ou un fil conducteur. Je parlais du rapport Fraissinet parce que si on en parle tant, c'est qu'il a en fait été le fil conducteur quasiment jusqu'à 1945. L'essentiel du plan a été réalisé avant 14, mais jusqu'à 45, on n'avait pas d'autre plan d'aménagement du territoire que le plan Fraissinet auquel tout le monde se référait. Et ensuite, il y a eu la DATAR, à partir des années 60, début des années 60, dans le cadre du plan. Et il y a eu quelques grandes notions, assez peu en fait, essentiellement celle des métropoles d'équilibre. C'était la suite de Paris et le désert français, il faut rééquilibrer. Donc ça a été le TGV, la décentralisation et d'autres projets, les villes nouvelles, etc. Mais on n'a plus beaucoup, depuis début des années 80, sans être là non plus ancien combattant, on n'a plus beaucoup de fils conducteurs et de concepts clés d'aménagement du territoire. Donc la question, c'est pas tellement de savoir si on a une direction qui s'appelle DATAR ou autre, il y a la NCT aujourd'hui, c'est de savoir si on a un fil conducteur et si on pense que c'est le rôle de l'État. Je pense que c'est le rôle de l'État et la décentralisation, en quelque sorte, a donné un prétexte pour ne plus s'en occuper. Mais je pense que vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, les collectivités sont les plus demandeuses de ce fil conducteur. Ça ne veut pas dire que l'État va se réimmiscer dans le financement de chaque projet local. Mais si on ne sait pas quelle est la priorité, est-ce que c'est un mode de transport particulier? Est-ce que c'est, encore une fois, le désenclavement des périphéries à 50 ou 80 km des centres-villes? Est-ce que c'est de combler un certain nombre de barreaux ferroviaires manquants, etc., etc. Il y a des choix, je ne vais pas régler ce débat aujourd'hui, mais on ne fait plus ces grands choix. Et donc, on fait une DATAR ou pas de DATAR, peu importe, mais il faut qu'on ait, c'est l'objectif du rapport Lalande, d'essayer de proposer quelques options en la matière. Je ne veux pas oublier 2 points. Oui, pardon, sur la question clé, la définition des grands projets. Vous avez tous deux évoqué. Alors, le rapport Cadot, encore une fois, je me fais son porte-parole, ne tranche pas cette question. Il y a dans la loi existante plusieurs définitions qui pourraient s'approcher de la notion de grand projet. Il y en a une dans la loi industrie verte, il y a les PNE, il y a plusieurs définitions. Celle qui nous paraissait, celle qui a été utilisée à plusieurs reprises dans le rapport néanmoins, ce sont les seuils de la CNDP. C'est-à-dire pourraient être considérés comme grands projets ceux qui, pour ne pas multiplier les critères, parce que si on a un critère de consultation puis un critère de définition du grand projet qui a d'autres implications, notamment un nouveau régime contentieux, il ne faut pas qu'on multiplie les définitions. Donc sans doute si on allait vers la définition d'un régime contentieux ad hoc pour les grands projets, d'une délégation interministérielle, d'un financement garanti par la FIT, etc., pour les projets de transport, il faudrait poser une définition transversale des grands projets. Ça n'a pas été fait ici. Il me semble, et ça a été encore une fois suggéré dans le rapport, que celle de la CNDP, quitte à revoir les seuils, mais au moins c'est clair.
ceux qu'on soumet à consultation, à débat public obligatoire, à saisine obligatoire de la CNDP, pourraient être considérés comme grands projets. Ce serait cohérent. Parce qu'ils sont tellement importants qu'ils nécessitent un débat public sous la forme la plus aboutie et qu'ils pourraient donc se voir appliquer un certain nombre des réformes qui sont ici. Pour répondre tout de suite à la question, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté, malgré mon défaut d'être parisien, le rapport ne dit pas du tout qu'un grand projet, c'est un projet grand par le financement, par l'intérêt qui est porté à Paris, etc. C'est néanmoins, effectivement, un peu dans une vision classique du plan ou de la DATAR, puisqu'on en parlait, l'idée qu'il y a quelques grands projets qui méritent un financement, un pilotage, une gouvernance et peut-être un certain nombre de dérogations aux procédures actuelles en matière de concertation, en matière d'autorisation environnementale ou autre. Donc effectivement, dans le grand projet, il y avait un peu l'idée d'un critère. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants et ça ne veut pas dire que certaines de ces mesures, d'ailleurs, ne peuvent pas s'appliquer à des plus petits projets par la taille. On a eu l'occasion de parler lors de une présentation au plan de la déviation de Bénac, que je connais bien. Évidemment, un projet de taille plus modeste, ça peut être très structurant et son retard très déstructurant pour tout un territoire. J'en ai parfaitement conscience, je l'ai vécu comme ministre des Transports. C'est un peu un autre objet, si je puis dire. Et d'ailleurs, pour être honnête, je me suis posé la question au moment de saisir le préfet Cadeau, de savoir si la recommandation que je lui demandais de faire, ça n'était pas de nous dire, en fait, oubliez les très grands projets, ils sont compliqués, c'est vrai, mais en même temps, il y a plus d'ingénierie, les porteurs de projets sont des grandes entreprises, l'État est mieux équipé, etc. Et est-ce qu'on ne prévoirait pas une simplification plus large pour les plus petits projets? Ce n'est pas l'objet du rapport, donc je ne vais pas vous vendre autre chose, mais c'est un travail, qui suscite l'intérêt du Sénat d'ailleurs, qu'on pourrait mener, savoir, il y a déjà des seuils, quand on a un plus petit projet, il n'est pas soumis à consultation de la CNDP, etc. Donc il y a déjà des allègements, heureusement, on ne traite pas la déviation ici ou là, comme on traite un grand aéroport ou une grande autoroute. Tant mieux. Mais peut-être qu'on peut aller plus loin. C'est vrai qu'on s'en préoccupe moins de savoir s'il n'y aurait pas quelques simplifications un peu transversales à faire pour des projets de plus petite taille, mais très importants pour un territoire. Qui les considère comme stratégiques pour un territoire? Est-ce qu'il n'y a pas un échelon régional ou départemental pour ce faire? Alors, on n'a pas rentré dans cette question, mais c'est un sujet qu'on pourrait traiter dans les prochains mois parce qu'il me semble important. Pardon, je suis un peu long, mais pour ne rien oublier ou essayer. Ce qui a été dit sur la souveraineté énergétique et sur la vision, je rebondis sur ce que je disais à l'instant en réponse au sénateur Jadot aussi. Je vais vous donner ma conviction. En réalité, ce qui manque le plus souvent, c'est pour ça que j'ai insisté sur les tables de planification, c'est la vision d'ensemble. C'est pas pour être dans les grandes considérations, mais je reprends les deux exemples qu'on cite toujours pour dire on est capable de simplifier. Regardez ce qu'on a fait pour les JO, regardez ce qu'on a fait pour Notre-Dame. Bon, mais c'est bien dans ce sens-là que ça s'est passé. C'est pas parce que l'Assemblée et le Sénat avaient voté une loi sur les cathédrales qu'on a pu reconstruire Notre-Dame facilement. C'est parce qu'il y avait un objectif national, prioritaire, consensuel, je crois, de reconstruire vite, qu'on a ensuite adapté les outils législatifs. C'est parce que de manière assez consensuelle, pas totalement consensuelle, nous avions un grand projet national qui s'appelait les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, que nous avons ensuite, collectivement, gouvernement, parlement, pris les mesures nécessaires pour apporter un certain nombre de simplifications qui ont été discutées, débattues, contestées, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va dans ce sens-là. C'est que si demain on a une grande ambition pour l'aménagement du territoire et qu'on dit, je dis au hasard, l'objectif c'est de reconstruire tant de petites lignes ferroviaires, bon, eh bien ensuite c'est plus facile d'avoir un débat au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans le grand public pour dire en conséquence nous adaptons un certain nombre de réglementations, de législations. Bon. Et souvent on l'a pris un peu à l'envers je crois, c'est-à-dire qu'on présente des lois qui visent à simplifier ou à créer des nouveaux régimes juridiques et on ne sait pas exactement quel est l'objectif prioritaire. Donc quand je dis qu'il faut aussi qu'on ait une vision d'aménagement du territoire, je crois que ça va dans ce sens-là. Si on pense qu'il y a 15 projets qui sont très importants pour la France, on trouvera ensuite, et on aura plus de consensus, plus de facilité à trouver le consensus, pour adapter ici la législation, ici la réglementation. Sur le dernier point, qui est celui de la 69, Madame la sénatrice, je ne peux y échapper. Alors, on n'a pas fait l'exercice d'appliquer le rapport Cadeau a posteriori, enfin a posteriori, c'est pas complètement fini, à tel ou tel projet, un aéroport, Monsieur le sénateur, ou une autoroute. Bon. Ma conviction profonde, c'est qu'un certain nombre des mesures, je ne les ai pas toutes citées, qui sont dans le rapport ou que j'ai rappelé, auraient permis de gagner du temps et de la sérénité. Notamment le régime contentieux particulier, parce qu'il se serait à l'évidence appliqué à une autoroute comme la 69. Et donc l'équilibre qui est proposé ici, c'est-à-dire un régime contentieux où vous avez une seule juridiction, un seul niveau de juridiction, 10 mois
encadrer, certes, une suspension des travaux pendant ce temps, mais si on est jugé en 10 mois, c'est pas très grave finalement. Je pense que ça aurait permis de gagner du temps. L'autre élément, je l'ai bien connu parce que ça a été pris par le préfet quand j'étais ministre des Transports, c'est l'autorisation environnementale qui a été délivrée, je crois, au printemps 2023, annulée dans un premier temps en 2025. Une des raisons pour lesquelles elle a pu être contestée, c'est qu'il y a eu trop de temps entre la DUP et l'autorisation environnementale. Le contexte a changé, les éléments ne sont pas les mêmes. Plus il y a de délai entre la DUP et l'autorisation environnementale, c'est bien documenté, plus, qu'on soit pour ou contre le projet, il y a un risque d'annulation. Bon. Et je vais non pas remuer le couteau dans la plaie, mais reprendre un exemple que j'ai aussi malheureusement connu a posteriori, Grand Aéroport de l'Ouest, puisque maintenant c'est la modernisation de l'aéroport de Nantes qui est engagée. Si nous avons dû relancer malheureusement l'appel d'offres, c'est parce que trop de temps s'est écoulé aussi depuis la DUP, que la mémoire s'est perdue, que les procédures se sont enlisées et que des erreurs ont été faites sur la procédure, soyons clairs. Bon. Je le regrette, je m'en suis expliqué à plusieurs reprises devant les élus locaux au nom de l'État. Mais voilà, donc je ne dis pas que ça résout tout, mais tout ce qui est proposé ici, plus de planification, un meilleur financement, un rapprochement entre la DUP et l'autorisation environnementale et un régime contentieux simplifié pour les grands projets stratégiques d'intérêt national, en somme, permettrait ou aurait permis, je le crois, pour un certain nombre de projets, moins de tension et plus de rapidité. Bien, merci, merci mes chers collègues, merci à Clément Beaune pour nous avoir présenté effectivement ce rapport sur les grands projets d'infrastructure, sur les priorités, sur effectivement, chers collègues, la simplification et réussir dans les projets pour qu'effectivement on puisse les prioriser déjà. Et je retiendrai quand même un certain nombre de choses, c'est que c'est pas le tout de lancer une DUP, c'est pas le tout de dire on a la DUP, mais si derrière on n'a pas les financements, ça pose un réel problème. Et puis je crois que si effectivement on réduit un peu les temps, si on réduit les procédures, on évitera, je l'espère, ce qui s'est passé pour certains projets. Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit, pour le projet ou contre le projet. Le problème, il n'est pas là. C'est que, je veux dire, c'est dommage d'arrêter un projet quand il est fait ou de le commencer en sachant que ça ne marchera pas. Donc, merci pour la présentation de ce rapport et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Évidemment, le Parlement est souverain, mais j'en fais la publicité néanmoins, puisque vous m'en donnez l'occasion. N'hésitez pas dans les textes qui arrivent, il y en a plusieurs, je crois dès le mois d'avril, une belle loi sur les transports, mais il y en aura d'autres, de les intégrer si elles vous paraissent pertinentes. Non mais sérieusement, voilà, on a fait en tout cas, c'est notre boulot aussi, des propositions qui ne sont pas juste sur étagère, ou qui n'ont pas vocation à le rester en tout cas, mais qui sont à disposition du gouvernement pour la partie réglementaire, mais aussi du Parlement pour la partie législative, donc j'espère qu'elles peuvent être concrètes et utiles. Merci. Pour la partie législative, je fais confiance au rapporteur Didier Mandelli. Merci.